Salut tout le monde, c'est TMF, une fois n'est pas coutume aujourd'hui pour le débrief du match de l'équipe de France. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Anne de Le Foot en cuisine. Salut Anne. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. De rien, avec grand plaisir. Ça vient en fait d'échanges qu'on a eu sur le match de Kylian Mbappé, on va le dire très franchement, et je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant d'avoir ça en vidéo. Et puis au moins je pourrais voir discretos pendant que tu parles, et ça fera pas des blancs au cours de la vidéo. Bon, déjà, parlons peu, parlons bien. Est-ce que tu le sentais bien ce match? Est-ce que tu étais optimiste au départ ou est-ce que tu avais un peu peur du premier match et de l'entame de la compète? J'étais très très loin d'être optimiste, honnêtement. Si je devais miser, j'avais mis un petit prono 2-1 Sénégal. C'était un match que je sentais pas du tout. Ok. En plus, bon, je vais balayer directement le sujet. J'ai le maillot de l'Espagne, donc je venais de me goinfrer la contre-perf de l'Espagne la veille, donc forcément ça n'aide pas à être dans un mood positif. Mais non, c'est un match qui me faisait un petit peu peur et très agréablement surprise peut-être plus du résultat que du contenu, mais bon, ça, on va revenir dessus. Ouais, bah disons que c'est pas exactement la même configuration que l'Espagne, mais, Bon, mais mais nous il y a le résultat. on est l'école des champs, madame, hein. Les tricoteurs devant le but à l'époque de Luis Enrique, très peu pour nous. Bon, moi j'étais plutôt confiant pour les Bleus, mais honnêtement j'avais plus une confiance qui venait des acteurs individuels que de la performance collective. Pour une fois j'ai eu le nez creux, c'est peut-être un des rares pronos que j'ai réussi depuis le début de cette Coupe du Monde, mais j'ai trouvé que c'était un match hyper intéressant. Et là où je trouve que c'est un match qui va être cool à décrypter, c'est que je trouve qu'en fait il nous montre un peu les limites tactiques qu'on va avoir avec cette équipe de France au cours de la Coupe du Monde. Et je trouve que ça va être la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, pour le meilleur comme pour le pire. C'est Et bon. ouais, les larmes de joie qui me montent aux yeux, waouh. Ah là là, elle est déjà en train de faire la gueule, mais parce qu'en fait, je trouve que ce match, on va débuter le débrief avec Kylian Mbappé, parce qu'en fait, il est absolument incontournable dans la lecture de la rencontre, non? Bah, complètement, hein. Je pense que tu as une première mi-temps de sa part qui est à l'image de tout ce que je déteste chez lui personnellement. Et qui se reflète par une mi-temps désastreuse. Alors, pas que de sa part, hein. On aura Oui. le temps de revenir là-dessus. Et une deuxième mi-temps où il commence à jouer beaucoup plus sur ses forces, beaucoup plus sur ce qui rend son jeu assez dévastateur quand il choisit de le jouer. Et bah, une deuxième mi-temps complètement différente, hein. Bah, on va commencer, hein. Là, pour les viewers, je suis en train d'afficher les stats de la première mi-temps. Officiellement, il y a un tir dans la première mi-temps, mais si ma mémoire est bonne, c'est un tir lointain de Dembélé C'est ça, qui est un qui est tir du contré. désespoir, tu vois. Genre, tu trouves pas de Ouais, qui attend solution. même pas Mendy. Ouais. C'est ça, tu trouves pas de solution, t'arrives pas à pénétrer le bloc sénégalais, donc en fait tu vas tenter ta chance de loin, ce qui est pas une mauvaise idée, mais je vois il était compté comme 0,03 expected goals. Dans les faits, je pense que tout le monde l'a vu et s'est dit ouais bon, au moins tu tentes quoi. Ouais. Mais offensivement, c'était le désert et je pense que c'était l'entrée dans la Coupe du Monde redoutée qu'on était pas mal à avoir. Bah, dans la lignée de ce qu'on a vu à l'Euro 2024, où tu t'en remettais à des exploits individuels avec aucun plan de jeu, aucun schéma offensif. Et bon, bah, on s'en rappelle, hein, Coupe du Monde Euro 2024, on marque combien de buts? Oh Au-delà des là, CSC? faut pas me sortir ces questions-là, hein, parce que Pas moi et ma beaucoup, en mémoire. tout cas, pas beaucoup, pas beaucoup. Donc clairement, la première mi-temps, elle s'inscrit dans cette lignée-là, malgré un Kylian Mbappé meilleur buteur d'Espagne, malgré un Dembélé Ballon d'Or, malgré un Désiré Doué Golden Boy, et malgré un Olysée meilleur joueur du monde potentiellement à l'heure actuelle. Donc la première Ouais, mi-temps, elle fait peur, ouais. bon, on va commencer avec l'éléphant au milieu du couloir. Je précise qu'on n'a pas un avis si différent que ça sur Mbappé, je pense. Je te laisserai me corriger, Anne, Non, je suis suivant juste ce plus qu'on aigri que toi. voilà, suivant ce qu'on a eu en échange au MP. Mais je vais commencer à me faire un peu l'avocat du diable. Je vais forcer un peu ma posture pour créer un dialogue. On parlera après de la seconde mi-temps de Kylian Mbappé, parce que c'est celle qui a fait retourner des vestes pour les bonnes et pour les mauvaises raisons, mais on y reviendra. Parlons déjà de sa première mi-temps. Je commence en me faisant l'avocat du diable. Moi, en première mi-temps, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé dans le match de Mbappé. Je vois ton sourire carnassier, Non, t'es prête à j'attends, le j'attends, détruire. j'attends. Mais en fait, j'ai été partagé parce que je trouve qu'il y a deux, trois occasions qui créent, peut-être plus deux que trois, via des appels et où je me dis, tiens, c'est marrant, la lumière a peut venir de Kylian Mbappé.
Tu vas me dire que c'est peut-être parce qu'il apporte beaucoup d'ombre, donc il peut être porteur de lumière. Non, Et je vais te derrière, dire que c'est parce que c'est un joueur excellent qui devrait apporter beaucoup plus de lumière, ah, mais attends, et derrière, malheureusement, bah, quand il est lancé, de mémoire, je crois que c'est à la 11e minute, il y a un contrôle technique absolument. Enfin, alors encore sur il y en a l'action que je deux, ouais. décris, c'est pas le plus simple, donc c'est pas là où je vais davantage le pointer du doigt L'aile de sur la. Python. Ouais, c'est ça. Donc il tente beaucoup, mais je veux dire, Bah, il y il a eu aurait des pu pas. tenter de ralentir un peu avant et se la mettre Oui, plus simple, quoi. il y a Mais eu des passages plus honteux en première mi-temps, mais grosso modo, moi, au-delà de tous les reproches qu'on peut faire à Kylian Mbappé, la première mi-temps, j'en ressors en me disant, putain, il a une technique dégueulasse, mais si ça vient d'un joueur, j'ai l'impression que ça va venir de lui, parce que finalement, le jeu, il est un peu bloqué, à part ses rares appels. ouais, alors je te rejoins, mais en fait, pour moi, justement, le jeu, il est aussi bloqué parce qu'il joue pas sur ses forces, parce que monsieur a Ouais, envie de vas-y. dézonner, parce que monsieur veut le ballon dans les pieds, coûte que coûte, alors que on est dans des petits espaces et que, comme tu l'as souligné, la technique, pardon, sur sa première mi-temps, elle était particulièrement désastreuse. Alors, j'ai du mal avec Kylian en règle générale, mais je trouve que on en fait un peu une caricature de sa technique, là où, notamment à ses débuts, elle était vraiment loin d'être si dramatique que ça. Ouais. Et je pense que lui-même s'est enfermé là-dedans à vouloir trop prouver. Et en fait, il exacerbe à quel point il y a un écart de différence maintenant entre les joueurs les plus techniques de l'équipe et lui. Et notamment à réclamer le ballon dans ces petits espaces-là, à dézonner constamment dans la zone d'autres joueurs, quitte à ce que ça soit un problème pour le jeu de l'équipe, que ça déséquilibre le C'est. jeu. Je rebondis sur ce que tu as dit, sur le fait de réclamer le ballon dans les pieds. Je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, mais il y a un moment, il fait le reproche explicite à un coéquipier où il a un ballon et il voulait dans les pieds et il n'a pas été servi dans les pieds. Donc, comme tu dis, c'est vraiment un truc où, même s'il y a deux trois moments, je me suis dit, ah, enfin, il essaie de prendre la profondeur. Chasse le naturel, il revient au galop. Tu sentais Ouais. qu'il avait vraiment envie d'être servi de cette manière, quoi. Ah oui, et puis c'est devenu, on va parler au-delà de l'équipe de France, mais c'est devenu un stéréotype du jeu de Kylian. Je pense que je vais décrire une façon de jouer, vous allez tous avoir une image en tête, que ce soit sur la fin du Je PSG visualise. ou maintenant au Real. Kylian dans l'axe, qui redescend, 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 limite en sprintant, en montrant ses pieds, qui prend son coéquipier en otage pour recevoir le ballon. Le coéquipier lui file le ballon, et vu qu'il est redescendu dans une zone qui n'est pas spécialement la zone du jeu, où il va être entouré de plein de joueurs et il n'a pas de solution, il va remettre le ballon en retrait en une touche. Et ça a servi à quoi? Absolument à rien, alors que tu aurais pu développer ton jeu sur les côtés avec d'autres joueurs, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose typique de Kylian, ce Ouais. décrochage pour au final resservir le ballon au même coéquipier qui lui a donné et au final juste toucher le ballon pour rien. Je peux comprendre, hein, ça arrive dans le jeu quand tu touches pas de temps en temps, que tu viennes réclamer juste pour les petites sensations, c'est des trucs qui sont utiles, hein. Moi, là où je vais critiquer, c'est qu'il en abuse, il en surabuse et ça devient un parasite pour le jeu. Ouais. Euh, Bah, en fait, moi, là où j'ai ma grande frustration, alors je montre les stats, Mbappé, durant la rencontre, il touche 37 ballons alors que l'équipe de France a une possession à 53%. Par rapport aux critères habituels de Mbappé, je trouve qu'il touche quand même moins de ballons, notamment parce que en deuxième mi-temps, il y a moins ce côté je vais dézonner, je vais essayer de prendre la balle parce que Olysée prend davantage le jeu à son compte, mais tu t'es retrouvé quand même avec quelques-unes de ces situations et au-delà du fait que parfois il fait pas les meilleurs choix, parfois il bloque un peu ses coéquipiers, ce qui me frustre le plus, c'est qu'en fait tu te dis mais c'est pas le bon choix à faire et tu peux faire tellement mieux. Et en fait, moi, c'est ça qui rend l'analyse délicate autour de Kylian Mbappé, c'est qu'en fait, cette première mi-temps, il induit plein de contrats tactiques, ça en est habitué. De toute façon, tu vois que le match il débute avec Kylian Mbappé, tu sais que tu signes pour ça. Du moins sous Deschamps. Enfin, on peut faire du foot fiction, mais bon, mais même au si Real, hein, même au Real, voilà, même au si PSG. t'es réaliste, tu sais que ça va se passer comme ça. Mais en fait, du coup, j'ai des attentes qui se dimensionnent à ça, et je me dis, putain, il y a des moments, la lumière, elle peut venir de lui. Et en fait, les moments où je me dis, la lumière peut venir de lui, c'est quand justement il oublie un petit peu cette redescente, quand il oublie un petit peu de demander le ballon dans les pieds. En fait, t'as l'impression que toutes les situations où il est servi tel qu'il demande, c'est limite les situations qui fonctionnent le moins bien pour lui, quoi. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Oui, Ça, je l'avais dit au PSG où j'avais cette expression où il voulait se neymariser et il redescendait, il commençait à demander le ballon dans les pieds. Mais même Neymar était devenu une caricature de ça au Final 8 où il redescendait jusqu'aux défenseurs centraux.
D'ailleurs, on a vu ça hier de la part d'autres attaquants de l'équipe de France, mais on y reviendra. Et à descendre et demander dans les pieds pour vouloir remonter. Et t'es pas ce joueur-là, en fait. T'es Ouais. vraiment pas ce joueur-là. Et peut-être qu'un jour, il le deviendra et je mangerai mon chapeau et je lui dirai, bah GG, t'as réussi à le devenir. Mais ça commence à faire longtemps où il force là-dessus et il l'est toujours pas. Et je trouve que c'est tellement d'occasions gâchées de mettre en avant son talent et ce pourquoi il est devenu la superstar qu'il est aujourd'hui. Et c'est dommage et c'est giga frustrant parce que on peut dire ce qu'on veut et je suis la première à avoir beaucoup de mal avec Kylian. On parle quand même d'un joueur qui te plante 40 pions, 50 pions par année, avec tout le déchet en plus qu'il a, parce que ça aussi, il faut en parler, qu'il en a Oui, du déchet. oui. Tu te dis, s'il gomme, au lieu de vouloir faire le meneur de jeu, tu gommes un petit peu ta finition, mais tu deviens mais létal. Létal. Mais non, on a une autre version. Depuis 2020, je suis en train de checker, c'est plus de 40 buts par saison, à Ouais. l'exception de 21-22 où il en colle 39. Ça en dit long sur le standard statistique. Deuxième mi-temps du coup pour Kylian Mbappé où il y a plus de choses à sauver que la première évidemment. À mon goût même une bonne deuxième mi-temps. Et c'est assez marrant parce que moi ma tech c'est que Olysée c'est le vrai génie de cette équipe de France. Oui. Certains pourraient dire Dembélé mais moi je considère que Dembélé en équipe de France faut pas le considérer comme Dembélé du Non. côté du PSG. Et en fait, Olysée, en deuxième mi-temps, il est réaxé, il prend plus ou moins la place de Dembélé au cœur du jeu. Et en fait, Olysée prend tellement de place dans la construction, c'est tellement lui qui va faire les déplacements sans ballon pour se positionner au bon endroit, pour réceptionner, qui va créer les petits décalages par ses dribbles, par ses mouvements, qu'en fait, Kylian Mbappé, il a même plus le temps de dézonner, il n'y a même plus Ouais, je suis l'espace pour totalement ça. d'accord. Voilà, et en fait, pour moi, non seulement Olysée est le vrai génie de cette équipe de France, mais en fait, la Coupe du Monde dépendra entièrement des performances d'Olysée, parce que s'il est capable de sortir un match comme ce qu'il fait en seconde mi-temps, je ne sais pas si on peut toujours exiger ça de lui, mais en tout cas, s'il y arrive, ben, t'auras juste aucune chance que Kylian Mbappé fasse de mauvaises choses, enfin, passer les échecs qu'il Il peut pourra te avoir. surprendre, t'inquiète Oui, pas. non, mais passer, tu vois, le déchet technique, etc., qu'il peut avoir, mais tu vois, en termes de rôle, il est, entre gros guillemets, forcé de tenir un rôle où ben, il va davantage être dans la réception des caviars d'Olysée, où il va davantage être dans un pur rôle de finisseur, où il va pas pouvoir faire le playmaker. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une deuxième mi-temps qui est hyper différente de Mbappé, où il est dans un jeu plus minimaliste, entre guillemets, où il est vraiment efficace. Mais pour moi, c'est vraiment parce que tu as le déblocage d'Olysée, sinon Mbappé aurait fait exactement la première mi-temps qu'il a fait en deuxième, quoi. Ouais, je pense aussi, après, je me pose quand même la question en tant que aigri numéro un que je suis, de savoir si Olysée prend un petit peu trop de lumière à son goût sur le playmaker, est-ce qu'il arrivera à résister à la tentation de ramener un peu le projecteur sur lui? Malheureusement, je me pose quand même cette question, mais bon, on en parlera quand on y sera, si on y est. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, je regarde les cartes de passe et de dribble de Kylian Mbappé et j'avais pas forcément fait gaffe, mais c'est vrai que là où il va aller créer des différences, il y a quelques petites exceptions à droite ou autre, mais en fait, les chevauchées intéressantes qu'il fait, c'est quand il est sur le côté gauche. Ouais. C'est quand il accepte de se décaler un petit peu. Et par contre, tu vois, là où je trouve quand même que Kylian Mbappé, c'est quelque chose, c'est qu'en fait, je, alors, j'ai vraiment défendu Mbappé à la fin du match, ou plutôt j'ai critiqué ceux qui l'ont défoncé tout au long de l'année pour des mauvaises raisons, de façon excessive à mon goût. Mais là, il y a un truc qu'on peut pas enlever à Kylian Mbappé. Je, je, je pense pas qu'aujourd'hui, à 27 ans, parce que c'est un joueur qui est mature aujourd'hui, je pense pas qu'il puisse changer de logiciel de lui-même. Je pense que ce serait un peu fou d'attendre Non, ça, je pense que j'espère me c'est un petit peu tromper. trop tard pour ça, hein. Voilà. Mais par contre, si Olysée arrive à le cadrer par les matchs qu'il fait comme sa seconde mi-temps, ben Mbappé, il te rappelle en seconde mi-temps que... Enfin, je t'avais dit ça par MP. Pour moi, si tu l'aimes, c'est un joueur formidable et tu vas dire, ah regardez, il a encore mis un doublé et on pourrait presque parler de triplé parce que franchement, si le penalty qu'il a, il est accepté, qu'il le tire, qu'il marque, pour moi, c'est pas du tout le scandale du siècle. Donc tu vois, Non, c'est pas déconnant. Je ouais, suis très mitigée sur le penalty. oui, bah, en tout cas, on va dire les fanboys diront ça, doublé ou triplé, et les critiques diront, putain, je vais être vulgaire, mais il est force con, tu vois. Par MP, du coup, la formule que je t'avais envoyée, c'était
c'est le méchant préféré du film, tu vois. C'est Littlefinger dans Game of Thrones. Littlefinger, c'est pas un personnage qui est fondamentalement gentil dans Game of Thrones, mais c'est un personnage que je trouve génial. Et t'as des méchants comme ça que t'adores détester. Alors je dis pas qu'il y a Mbappé est méchant, j'ai rien contre lui personnellement, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois, bah, je te l'ai dit, moi j'ai pas la même analyse de ça, mais Oui. je trouve que c'est honteux de comparer Kylian au très grand Littlefinger, si je peux me permettre. C'est terrifiant, mais bon, bref, c'est pas grave. Non, moi j'ai beaucoup de mal, aussi bien sur sa personnalité que sur sa manière très régulière de vampiriser le jeu, etc. Mm. Maintenant, je vais pas avoir la mauvaise foi de dire que c'est un mauvais joueur. On parle d'un joueur qui te plante 40 pions tout en ayant une finition relativement douteuse. Donc rien que ça, déjà, ça en dit très très long sur sa capacité à se créer des occasions extrêmement dangereuses. En fait, je pense que là-dessus, c'est probablement le meilleur joueur du monde. Et même Euh, quand il se crée pas des occasions dangereuses, enfin son dernier but, il vient de nulle part, hein. ouais, mais je trouve que ça, c'est quand même plus rare dans son jeu, globalement. C'est plus rare. Non, là vraiment, je dis pour ce match, tu vois. Ah oui, pour ce match, bah, Ouais. c'est ce que j'ai dit, le dernier but, bon, juste applaudi. Les Ouais, gris que je suis, c'est aussi applaudir, hein, y a pas de souci. ouais, c'est Euh, vraiment le match où tu te dis, bon, bah, là, j'ai rien à dire, parce qu'effectivement, ça correspond même pas au schéma classique Mbappé, ouais. non, clairement. Après, moi, ce qui me pose problème, c'est quand on essaye de clore un débat sur les problèmes qu'il peut apporter sous prétexte qu'il a planté deux pions. Tu Mm. vois, tout l'après-match sur M6 à dire est-ce que ça va faire taire les critiques? Ben, non, au contraire. Enfin, Ouais, ouais. les critiques, elles ont lieu d'être sur la première mi-temps, même sur le début de la seconde. Et je vois pas pourquoi on éteindrait ce débat sous prétexte qu'il met des buts. Il met des buts et quelqu'un, je sais plus qui le disait en interview, il est condamné à ça. Il est condamné à ça parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est pas Kazar qui avait dit ça? C'est très possible que ce soit lui. Mm. Euh, où on va se retrouver, où tu vois, on va parler de la mi-temps de Doué de Dembélé plus tard, que j'ai trouvé médiocre, hein. Mais pour autant, ils vont avoir des actions défensives, ils vont créer ces petits trucs-là où tu vas te rattacher en disant, OK, offensivement, t'es pas dans ton match, mais tu me compenses avec d'autres choses. On n'a pas Ouais. ça avec Kylian. Avec Kylian, il va être condamné à marquer des buts parce que ben, il fait pas grand-chose d'autre sur le terrain. Donc à En partir fait, de là, ouais, et moi, ce qui m'a vraiment saoulé, ou là où je me suis dit, putain, c'est la fête au retournement de veste, c'est que les mêmes comptes qui, 10 minutes après la victoire du Paris Saint-Germain, allaient te faire des tweets sur Kylian Mbappé, sont les mêmes comptes qui vont te sortir les tweets qui étaient en brouillon depuis des semaines sur incroyable Kylian Mbappé, il bat tous les records statistiques et tout. au Il moins, y a moi, un je suis moment, droite dans mes bottes à ce niveau-là. ouais, non mais j'ai envie de dire, faut doser dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr. Après, si t'es supporter du PSG, que tu vannes Mbappé, que t'aies de la colère contre Mbappé et que tu puisses pas le blairer, je peux le comprendre. Je considère que quand t'es un média, t'es censé prendre un peu plus de distance, mais Oui. ça regarde que moi. Mais surtout, au-delà de ça, bah non, Kylian Mbappé, il a pas fait un match parfait contre le Sénégal. Bah non, Kylian Mbappé, même s'il a une saison blanche avec le Real Madrid, même s'il pose des problèmes collectifs, il a pas fait que de la merde pour autant. Et tu vois, j'ai l'impression qu'Mbappé, c'est toujours tout ou rien, quoi. Et il y a un truc qui le symbolise pas mal, c'est que tu as le retour du discours. Ah, Kylian Mbappé en Coupe du Monde, c'est un autre joueur, il est injouable. Je sais pas si tu l'as vu, ça. Ouais, et je suis pas d'accord avec Ben moi d'ailleurs, mais aussi. En fait, t'as le fameux Mbappé, c'est son frérot en Coupe du Monde, c'est pas le même. Alors pas Ethan Mbappé, parce que sinon on serait encore plus en galère. Mais pardon, Ethan Mbappé, la c'est balle dur. perdue. C'était gratuit. Voilà. C'était totalement gratuit. On va dire c'est le cousin d'Mbappé, mais non en fait, ce que Mbappé fait d'incroyable face au Sénégal, on l'a vu à quelques fois cette saison au Real. Ce qu'il fait de nul à chier, on l'a vu quelques fois en cours de saison avec le Real. En fait, c'est juste que Mbappé, il a remis les pendules à l'heure auprès de certains, j'ai l'impression, en rappelant que quand tu dis que je fais que de la merde, ben non, regarde, je fais des trucs bien aussi. Et ouais, même quand je fais des trucs bien, la globalité de mon match, je me suis pas plié à l'exercice des notes, mais j'aurais bien du mal à coller une note sur le match d'Mbappé, quoi, hein. Bah, en fait, c'est le même problème qu'on a au PSG et que le Real. Alors, je vais moins parler du Real parce que je les regarde pas tous les matchs non plus, mais de ce que j'ai pu lire, ça a l'air d'être un petit peu sensiblement la même chose. C'est que c'est toujours difficile de lui mettre un 4 parce que bah, il t'a planté deux pions, trois pions, un pion. Et pour Ouais. autant, si tu regardes le contenu du match, le 4 il est limite généreux. Et c'est toujours ça avec lui. Et je pense que, à part les quelques exceptions, bien sûr,
Et ça risque de continuer à être ça parce qu'il y a cette volonté systématique de faire le playmaker, de ne pas jouer sur ce qu'il met le plus en valeur. Maintenant, c'est comme ça, il faut l'accepter, il continuera de marquer des buts. Moi, je reste persuadée que, sans dire que c'est un mauvais joueur, j'ai pas cette audace-là, je reste persuadée qu'il est un vrai problème constant pour le collectif d'une équipe. C'est peut-être un problème qui est un petit peu plus masqué en sélection parce qu'on sait que la sélection et le club, c'est des atmosphères différentes, c'est moins de matchs. Tu peux aussi avoir ce petit côté de allez, c'est 7 matchs, je fais un petit effort. Je pense que si on a la chance d'aller jusqu'en finale et qu'il y a un retour défensif à faire pour conserver le seul but d'avance que tu as dans la rencontre à la 92e, il le fera, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile de se mettre en valeur et je pense que c'est pour ça que certaines personnes font l'amalgame sur on a la vraie version en équipe de France, en Coupe du Monde. Non, on a la même version, c'est juste que je pense que l'enjeu fait en sorte que ce soit un petit peu plus masqué, là où ça l'est beaucoup moins au quotidien dans le club, tout simplement. Et il y a un truc aussi qui pour moi fait qu'on a deux France irréconciliables, comme certains disent en politique. C'est que le dialogue il est rompu pour un truc tout con, c'est que d'un côté tu vas avoir des personnes qui disent Mbappé fait un bon match et ils peuvent avoir raison, et de l'autre tu vas avoir des personnes qui disent Mbappé nuit au collectif et ils vont avoir raison au cours de la même rencontre, et je pense qu'on va commencer à parler des autres attaquants et qu'en fait c'est là où on va le voir, parce que ta lecture du match de Kylian Mbappé, tu as des critiques à faire sur ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais tu reconnais quand même beaucoup de qualités. Mais paradoxalement, je pense pas me planter et je vais te lancer là-dessus. Là où je pense que tu seras peut-être plus négatif sur Mbappé, c'est une fois qu'on va commencer à parler des matchs des autres. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est un petit peu ce que je te disais en MP, c'est que moi, ça m'intéresse pas vraiment de dire Kylian, il a été nul, il a perdu tant le ballon de fois, c'est lui qui a fait ça. C'est pas ça mon but. Quand je regarde l'équipe et quand j'essaie de me faire un avis sur les joueurs, je me dis, ok, il y a X perte de balle, pourquoi il y a perte de balle? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'a pas été dangereux offensivement? Et malheureusement pour lui, sur cette première mi-temps, beaucoup de réponses à cette question, pas toutes, parce qu'on en reviendra plus tard, on voulait parler du milieu de terrain, mais beaucoup de situations ont été complètement gâchées par Kylian, par ses mouvements sur le terrain, par le fait que très souvent, ça joue un peu contre le sens du jeu, ça vient dézoner, se mettre dans une zone où il y a 40 000 adversaires. Ça vient ensuite créer un déséquilibre parce qu'il n'est pas dans la zone où il devrait être. Et du coup, tu as une ligne de passe qui devrait être possible, qui ne se fait pas. Ou à contrario, peut-être que tu n'aurais pas eu la ligne de passe, mais il vient s'empaler là où il y a déjà quelqu'un. Et du coup, tu as deux solutions qui n'en sont pas vraiment. Alors qu'au final, tu es obligé de repasser en retrait, etc. Et je trouve que, au final, quand tu regardes, on va parler de Dembélé, on va parler de Désiré Doué également, je vais pas excuser leur match en disant c'est juste la faute de Kylian, loin de là, hein, très très loin de là. Mais il y a quand même quelques situations où l'occasion est gâchée parce que Kylian fait le mauvais choix de déplacement et de positionnement. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de dire, ok, un tel a perdu la balle, mais qu'est-ce qui s'est passé autour? Et comment on en vient à cette perte de balle? Et bon, comme je te le disais, là-dessus, je trouve qu'il est assez régulièrement à pointer du doigt. Écoute, je te propose qu'on enchaîne, qu'on clôture, même s'il sera jamais pleinement clôturé, le dossier Mbappé en passant à Dembélé. Ouais. Parce que Dembélé, je trouve que c'est un joueur qui est assez passionnant à suivre en équipe de France, pas pour les bonnes raisons malheureusement. C'est un joueur dont on connaît les qualités au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui nourrit beaucoup de fantasmes en équipe de France, et j'emploie pas le mot fantasme par hasard, c'est parce que c'est un mec qui a été essayé à droite, c'est un mec qui est essayé ici dans l'axe, même si ça a bougé en cours de rencontre, et c'est un joueur qui a été décevant sous plein d'aspects. C'est un joueur qui a été décevant pour moi dans ses choix, dans sa capacité à apporter réellement du danger. Techniquement, il était aussi en dessous. Je précise un truc qu'on n'a pas dit pour Mbappé, mais ça vaut aussi pour la défense du Kicks. Le général n'a pas été aidé par le terrain, qui a été, comme de toute façon beaucoup de terrains depuis le début de la Coupe du Monde. Quand tu as du synthétique de football américain et que tu essaies de faire des vraies pelouses de football, étonnamment, ça pose un petit peu problème.
Voilà, ça a désavantagé tous les joueurs de l'équipe de France. Je dis pas ça pour excuser Dembélé, ça excuse autant Kylian Non, mais Mbappé. c'est valable pour tout le monde, ouais. Voilà, mais j'insiste juste vraiment là-dessus, parce que je le précise que pour Dembélé, mais question d'arrêter de prendre des pincettes et de dire les choses très franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Barcola, son entrée. Il y a des joueurs qui peuvent être en danger pour moi suite à ce match, c'est soit Doué, soit Dembélé. Je sais pas qui pourrait sauter si jamais Didier Deschamps prenait la décision. Ce sera peut-être pas Dembélé pour des questions de statut, Je pense pas. Je mais pense que ça devrait être lui, et je voilà, pense que ce sera Doué. c'est là où j'allais en venir. Pour moi, ça devrait être lui, parce que au-delà du côté, ça a peut-être été le joueur que j'ai trouvé le moins intéressant dans le quatuor hier soir. Je trouve que c'est le joueur qui a le moins sa place tactiquement, tel que l'équipe de France est aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, tu connais ma tech, si le monde, si on pouvait refaire le monde, ce serait plus Kylian que j'aurais voulu mettre sur le banc. Ceci étant dit, je pense que c'est pas le moment de le faire. Ça fait, allez, 6 8 ans que ton équipe, elle est centrée autour de lui, Oui, que tu joues pour lui. C'est pas le moment, en pleine Coupe du Monde, de changer ça alors que t'as rien préparé. Je pense que je vais faire un parallèle encore une fois avec le PSG. Quand Kylian n'a pas joué en fin de saison, ou moins joué en tout cas, sur sa dernière saison au PSG, le PSG n'est pas devenu le PSG qu'il est aujourd'hui. Le PSG l'est devenu une fois qu'il était hors de l'équipe. On n'aura pas Kylian Mbappé hors de l'équipe, et c'est même pas ça que je réclame non plus d'ailleurs. Mais en fait, c'est des schémas qui mettent du temps à se mettre en place et des constructions vraiment complètement différentes quand tu passes d'une équipe qui dépend d'un joueur à une équipe qui s'articule complètement différemment. bah, tu Donc, vois, ou dans notre style, pour donner un autre exemple hors PSG, c'est comme rappeler Karim Benzema avant l'Euro. notamment. Voilà, dans les faits, Benzema, c'est un joueur qui aurait parfaitement eu sa place dans cette équipe. C'est un joueur qui avait la qualité, c'est un joueur qui faisait sens, même tactiquement, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Mais en fait, tu le rappelles au dernier moment, t'as pas le temps de travailler ça, en plus de te causer d'énormes problèmes dans le vestiaire, pas à cause de Et encore, je trouve Benzema, que mais... sur le terrain, il s'est pas si mal adapté, Oui, Benzema. oui, carrément, mais Et parce là, que là, je c'est... pense que ça mettrait beaucoup plus de temps. Mais parce que c'est Benzema, que c'est génial, Mm, et que mm, mm. Benzema, je pense que tu le mets au FC Nantes et il arrive à faire des bons matchs, c'est dire. Mais voilà, c'est vraiment le schéma, comme tu dis, tu modifieras pas l'équipe de France en 2 jours. Je te Non, c'est laisse ça. continuer sur C'est-à-dire Dembélé. que moi, idéalement, j'aurais voulu tester en tout cas, parce que comme je l'ai dit, Mm. moi, j'aurais voulu tester avec Dembélé, etc., tout en ayant pleinement conscience que Dembélé en équipe de France n'a jamais été le Dembélé du PSG qu'on connaît. Donc en soi, c'est ça que j'aurais voulu, tout en gardant la lucidité de dire c'est pas quelque chose qui est réalisable sur cette compétition, c'est des choses qu'il faut préparer et surtout qui n'arriveront jamais. Donc voilà, entre ce que je veux et ce qui est possible, j'ai pas j'ai la lucidité de le savoir. Donc à partir du moment où tu pars sur cette compétition et tu sais que tu vas avoir Kylian avant-centre, je pense que dans ces cas-là, il faut agir en fonction. Et de fait, malheureusement, je pense que Dembélé, c'est compliqué, ça l'a toujours été. J'ai du mal à voir comment tu règles ce problème. Honnêtement, je pense que Dembélé en 10, je suis pas emballé, surtout avec Kylian en pointe. 41 ballons touchés, 37 pour Mbappé, en sachant qu'Mbappé est le joueur qui touche le moins de ballons du côté français. Dembélé en touche à peine plus. Ouais, bah, je suis pas spécialement surprise. Après, il joue plus Euh, je, longtemps, mais... je trouve que là où il est intéressant au PSG, dans un jeu qui est drastiquement différent, il faut le noter aussi, entre Deschamps et Mm. Luis Enrique, il y a plusieurs mondes d'écart, et je parle pas de niveau, je parle de philosophie. Ouais. Euh, il est intéressant parce qu'il arrive à dézonner et on va en reparler quand on parlera du milieu de terrain. Mais hier, j'ai trouvé son positionnement particulièrement douteux, mais pas de sa faute nécessairement, mais des mouvements qu'il était obligé de faire. Et je pense que c'est celui. Alors, ils ont tous dézonné, hein, les trois en soutien de Kylian, ils ont tous énormément dézonné, ils sont tous énormément redescendus. Et au final, je trouve que c'est celui à qui ça a le plus coûté aussi parce que il était dans cet axe du milieu de terrain que le Sénégal a très bien verrouillé. On parle peu du Sénégal, mais il faut aussi rappeler qu'il y a une équipe en face, il y a des joueurs en face et ils sont loin d'être mauvais. Et là où ils ont un petit peu peut-être perdu en qualité physique en deuxième mi-temps, ce qui a peut-être un petit peu facilité les choses par la suite, Dembélé a vraiment pas réussi à se défaire de ses marquages, de cette intensité et a le plus souffert, je pense. Bah, pour dire les choses assez franchement, moi Dembélé, j'ai eu l'impression qu'il commençait à trouver un rôle tactique à partir de la seconde mi-temps.
Première mi-temps, tu vas avoir Dembélé qui est plus axial. Seconde mi-temps, je caricature un peu, hein, mais tu vas avoir Olysée qui va être plus axial, Dembélé plus sur le côté. Ça rejoindra aussi la description du match qu'on va faire de Jules Koundé, mais en fait, Dembélé, là où c'est assez frustrant à mon sens, c'est que quand le Sénégal nous mettait en difficulté avec un pressing que j'ai trouvé hyper intéressant durant une partie de la rencontre, t'avais certains joueurs qui descendaient pour faciliter la relance. Dembélé, à tort ou à raison, avait pas forcément de rôle à remplir là-dedans. Quand tu étais en phase de transition, qu'il fallait un mec qui soit capable de prendre les bons choix pour lancer des attaquants en profondeur, pour essayer de faire les bons choix tactiquement, Dembélé était jamais au bon endroit et pourtant il n'était pas sollicité en phase défensive. Et tu as eu un joueur qui s'est retrouvé ni à distribuer des passes clés, ni à avoir des belles occasions de dribbler, parce qu'on sait aussi que Dembélé peut être un excellent dribbleur, ni à avoir de franches occasions de tir, parce que alors, j'ai pas en tête le nombre de tirs au cours de la rencontre qu'il fait, mais franchement, il y a son tir du désespoir au tout J'ai début. que celui-là qui me vient en tête, en tout cas. Ben voilà, c'est le seul, donc il n'est pas non plus trouvé dans les tirs, et en fait j'ai eu l'impression que c'était un joueur que tu avais besoin de caser, parce que tu te dis qu'il a une qualité individuelle absolument énorme, mais quand tu réfléchis aux responsabilités, le match de Kylian Mbappé, ok, il dézone trop, ok, il n'a pas exactement le rôle que toi et moi on fantasmerait, mais j'arrive plus ou moins à le situer dans cette équipe de France, dans l'émission que lui donne Deschamps. Doué, c'est la même chose, je vois les situations où il peut être utile et où il est vraiment pas du même profil que Mbappé et Olysée. Olysée, c'est vraiment le mec qui est dépositaire de ton ADN offensif. Bon, ben Dembélé, il a sa place où là-dedans? Bah, alors là où je nuancerais un petit peu, Ouais. c'est que je trouve qu'il a sa place et je vois où est sa place, mais je ne pense pas que c'est la direction dans laquelle Deschamps a envie d'aller. Et je Éclaire-moi, trouve par qu'on pitié. on l'a vu hier, notamment, il y a une action. Alors déjà, il y a une première passe qui tente, qui est assez similaire à celle de Olysée qui ouvre le score. Enfin, c'est Mbappé qui ouvre le score, mais la passe d'Olysée. Il en tente une première, bon, contrôle raté, ça donne pas, mais je Oui, soulignerai quand même. oui, t'as raison. Et il y a une deuxième phase que j'aimerais souligner, c'est une phase de pressing où tu as Kylian qui délaisse l'axe du terrain où il fait jamais le pressing. Et c'est Ousmane qui récupère cette place-là. Et il va presser Mendy. Et Mendy se retrouve dans une merde noire, fait une passe un peu hasardeuse qui trouve un coéquipier. Pourquoi? Parce que Kylian ne coupe pas la ligne de passe. Et tu vois, moi, c'est l'un dedans, et on l'a déjà vu au PSG, où je peux lui trouver une utilité. Mais est-ce que pour autant, et je dis pas ça pour recracher sur Kylian, hein, je préfère préciser, mais c'est la situation qui me vient en tête. Hmm. Est-ce que Deschamps va avoir envie d'aller dans ce pressing vraiment agressif? Non, je pense pas en tout cas. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard du pressing que j'ai trouvé assez douteux à de nombreuses reprises. Mais c'est dans ce rôle-là que je peux le trouver très intéressant. C'est le meneur du pressing. Ouais, Mais bah quand tu alors, regardes les efforts qui sont fournis, et je parle pas que de Kylian, est-ce qu'on veut vraiment un meneur de pressing? Est-ce qu'on en a besoin? C'est là-dedans que je trouverai intéressant et c'est là que je lui trouverai une place. c'est Mais je ne pense ça. pas que c'est là où Deschamps va avoir envie d'aller. Parce qu'en fait, c'est pareil. Moi, j'en ai vu quelques-uns des efforts au pressing, mais déjà, j'ai la vilaine habitude de commencer à prendre cette habitude justement avec Dembélé, donc ça me surprend plus tant que ça. Et surtout, en fait, comme tu dis, l'équipe de France est organisée de telle manière tactiquement que je vais pas dire qu'il presse comme un poulet sans tête parce que son pressing il est intelligent, mais que ça a les mêmes conséquences qu'un joueur qui presse de façon idiote parce qu'en fait quand tu es tout seul à presser et que ton équipe ne presse pas collectivement comme ce qu'il peut avoir du côté du Paris Saint-Germain, bah ouais, tu vas faire une bonne action de pressing, tu vas mettre un passeur en difficulté, mais si derrière ton pressing il est pas coordonné, t'auras mis un mec en difficulté qui va juste faire une passe latérale et puis c'est bon, la pression elle va redescendre en fait. Et Ah, dans tu vois, là, le... ce qui est dommage, c'est que pour le coup, je te rejoins, hein, c'est un peu poulet sans tête, sauf que bah, pour le coup, bon, c'est Kylian, ça aurait pu être un autre, hein, mais il est juste à côté. Ben Et oui, tu oui, as non, mais t'as l'impression que raison. si juste tu es un peu plus focus sur ce qui se passe et tu as un peu plus euh, j'ai pas le mot, de perception, c'est pas ce que je cherche, mais vous allez avoir l'idée, de perception sur ce qui se passe autour de toi, je pense que bah, ça peut te mener. Très honnêtement, cette action hier, elle doit finir en but. Tu vois. Hmm. Ou en tout cas, elle doit finir en situation où tu es seul face au but vide. Alors après, si t'arrives à ne pas cadrer, félicitations, et ça fait pas but. Mais voilà, ça doit finir en action extrêmement dangereuse. Et je pense que ça pourrait être utile. Maintenant, encore une fois, comme tu le dis,
Vu le pressing qu'on voit de la part des autres offensifs, y compris par exemple Désiré Doué qui est totalement capable de le faire au PSG, je pense juste que c'est pas les consignes du coach en fait, tout simplement. Donc à partir de là, de fait, je te rejoins. Je pense que c'est plus difficile à le caser lui. Et je le verrais plus, entre guillemets, condamné à un rôle de super sub où il peut faire la différence de par son talent, qu'à un vrai rôle tactique assumé dans la compo. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en termes de pressing, comme tu me disais, l'équipe de France a Désiré Doué, a Ousmane Dembélé, des joueurs qui ont vraiment rien à prouver dans le domaine. Et même Désiré Doué, je trouve qu'il fait des efforts défensifs au cours de sa rencontre. Oui, oui. Euh, Mais moins ce que je voulais dire, c'est sur l'intensité du pressing. oui, bah justement, là où je veux en venir, c'est que paradoxalement, t'as peut-être des joueurs qui, côté sénégalais, me faisaient un peu moins peur au pressing individuellement parce que bah, quand je repense à ce que je les vois faire en club, c'est des éléments qui me sautent un peu moins aux yeux là-dessus. Mais au cours de la rencontre, en fait, ils ont osé presser haut, ils ont osé presser de manière coordonnée. Ils se sont même pas spécialement fait sanctionner à cause de ça d'ailleurs, parce que c'est le risque hein, quand tu agis comme ça. Mais en attendant, j'ai quand même trouvé qu'il y a pas mal de situations où l'équipe de France a été un peu en galère côté relance où on a été mis en difficulté. Enfin, j'ai même souvenir d'un moment où je crois que c'est Adrien Rabiot qui se retrouve un peu acculé et qui en fait fait une course entre guillemets dans le mauvais sens. Et je me suis dit, si là il se fait prendre la balle, c'est juste comique, mais en fait il se fait pas prendre la balle et c'est évidemment le bon choix. Mais je me suis dit, merde, c'est quand même con d'avoir une équipe de France qui a de très très bons presseurs et qui finalement collectivement arrive pas à produire quelque chose de ne serait-ce que similaire à ce que nous offre aussi le Sénégal, quoi. Bah, pour moi, c'est lié à deux choses. Premièrement, le pressing, je peux me tromper, mais dans ma vision des choses, il doit partir du trio d'attaque. Et quand je dis trio. Donc il y en a un On s'est compris. qui est Mm. exclu. Et deuxièmement, le problème pour moi, quoi qu'il arrive, même si on avait un Kylian qui faisait du pressing, oh zut, je l'ai nommé. Je m'étais forcé de pas le Ah nommer. non, le suspense, là, tout le C'est monde pensait que tu insoutenable, parlais d'Oisé, mais... bien sûr. Je pense que même s'il avait fait son pressing, on aurait été en difficulté de par l'animation du milieu. Ouais. On était en sous-nombre à ce niveau-là. Un milieu de terrain vide au possible qui a dû être compensé par des décrochages permanents de la part de joueurs offensifs. Donc à ce niveau-là, je pense que quoi qu'il arrive, ton pressing, il peut pas être efficace. Bah, vas-y, on reparlera de certains offensifs, mais j'ai envie d'enchaîner avec le milieu de terrain, vu ce que tu as dit. Moi, j'aimerais pas être milieu de terrain en équipe de France. Je Non. vais être honnête, on a souvent décrit ce secteur comme sinistré. Alors, je suis pas dans la tête de Didier Deschamps, je sais pas si c'est le serpent qui se... Enfin, ça fait un peu serpent qui se mord la queue. Est-ce que tu, entre gros guillemets, sacrifies ton milieu de terrain parce que tu considères que t'as pas forcément assez de qualité ou est-ce que t'as pas forcément assez de qualité Enfin non, non, en fait j'allais dire et du coup t'es en difficulté. Non, Ouais, parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, si tu sacrifies parce que t'as pas assez de qualité, pourquoi tu les mets encore plus dans la ben oui, non, difficulté? non, mais c'est pour ça que je me suis coupé en fait. Et surtout qu'en fait, je considère que la France a un milieu de terrain qui fait un mauvais match, mais nos milieux de terrain, Rabiot, Chouameni, ne font pas de mauvais matchs. Mm, mm, mm. Et je considère qu'en fait, tu les mets en galère parce qu'on va prendre un mec comme Adrien Rabiot, j'affiche sa hitmap. C'est un mec qui a quand même pas mal cavalé, c'est un mec qui a quand Ouais. même pas mal compensé. Je suis pas forcément le plus grand fan d'Adrien Rabiot en équipe de France parce que je vais être honnête, je fantasmerais un petit peu plus de qualité à la créativité, mais en fait, tu te retrouves avec tellement d'espace qui sont laissés, avec tellement de taf de compensation, que Adrien Rabiot est un joueur qui est parfait pour ça, parce qu'il a le volume, parce que c'est un bon soldat, parce que c'est ce que je décrirais moi comme un joueur 4-4 tout terrain en Et parce fait. qu'il est loin d'être mauvais techniquement d'ailleurs Voilà, aussi. et Je il est pense qu'on moins n'en parle mauvais d'être pas, on n'en parle techniquement. pas assez de ça. Quand je dis 4-4 tout terrain, en fait, c'est que Rabiot, c'est un mec, tu vas le mettre dans la merde par rapport aux espaces qu'il est censé combler, il va réussir. Tu vas le mettre dans la merde par rapport au pressing qu'il va subir parce que notre milieu est en sous-effectif, il va réussir à s'en sortir. Il va être dans la merde dans les phases de transition parce que franchement, tu vas parfois avoir des consignes contradictoires entre tes différents attaquants. Il va réussir à faire quand même des choix plutôt pertinents assez souvent. Je suis pas en train de vous dire qu'Adrien Rabiot est le meilleur ballon et le meilleur joueur du monde et qui mérite un ballon d'or. Mais en fait, Adrien Rabiot, je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté avec laquelle il commence les matchs. Il joue le football en mode hard en équipe de France, quoi.
Bah, en fait, sur la première mi-temps d'hier, tu as Tchouaméni qui décroche très 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 souvent au niveau des centraux pour la relance, Hmm. et Rabiot se retrouve seul. C'est le seul mec au milieu de terrain. Alors après, tu en as d'autres qui viennent compenser. Tu as Dembélé qui redescend, tu as Olysée qui redescend, tu as Doué. Mais tu as plusieurs phases où tu as un seul pélo au milieu de terrain et c'est lui. Et tu le mets dans ces circonstances, il est censé faire quoi? Tu mets Messi, même Messi, il se retrouve en galère, tu vois. Alors, Euh, je te coupe tout de suite, il est pas seul au milieu de terrain parce que t'as l'intelligence suprême de Kylian Mbappé qui dézone pour venir l'aider. Alors, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Mais non, il se retrouve régulièrement dans la sauce. Il nous Ouais. fait un match. Alors, tu l'as dit, moi non plus, je suis pas fan du bonhomme, pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est surtout, j'ai toujours pas digéré le refus d'être réserviste, tout ça. Ça m'est un peu resté en travers de la C'était gorge. en Mais quelle c'est année ça? Je me rappelle plus. 2018. 2018? Ah, Ouais, ça c'est fait la Coupe 8 du ans. Monde 2018. Ouais, moi, j'ai la rancœur tenace. Non, Euh, non, non, non. Alors, c'est pas pour ça hein, en soi. Ça, je considère que c'est des choses, tu peux toujours les considérer. Mais, euh, mais c'est parce qu'en en fait, Adrien Rabiot, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est redevenu important en équipe de France. Je suis en train de me dire ça aussi dans. 2022. Il revient en 2022 avec Benzema aussi. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait des histoires aussi avec lui. C'est ça aussi qui m'a saoulé, c'est que le mec, il revient. T'as encore des histoires avec je crois que c'était Véronique Rabiot en tribune qui avait beuglé sur les Pogba. Enfin, tu vois, Ah oui, il y a eu une histoire comme ça, c'est vrai, j'avais tu oublié. vois, moi, c'est un ensemble de choses. Et pourtant, je sais que cette famille est extrêmement critiquée en dehors du terrain. J'ai j'ai du mal avec eux. Et je suis pourtant persuadée que si je les connaissais IRL, on s'entendrait très bien. Donc c'est un peu Bah, de toute façon, contradictoire. alors je me permets une petite digression, mais de toute façon, Véronique Rabiot, elle est extrêmement critiquée. Mais tu regardes ce qu'elle fait pour le foot amateur, notamment. Et ça fait pas beaucoup de bruit, donc elle Et fait pas même pour au-delà les de ça, caméras. rien que ce qu'elle fait pour son fils, etc., c'est extrêmement critiqué, mais je trouve que la plupart du temps, elle a loin d'avoir tort. Mais ça, c'est un débat, je crois que les Ouais, gens, ils sont ouais, pas prêts non, pour ça. mais ouais, je pense on Et a la oui, même lecture du personnage. c'est un autre sujet en plus, mais tu vois, et je peux comprendre la frustration des gens vis-à-vis de Rabiot, le joueur, et Rabiot, la mère. Hmm. Euh, mais je la comprends parce que je la partage en plus. Mais voilà, c'est vrai qu'en équipe de France, je trouve qu'il y en a qui ont été sanctionnés bien plus longtemps pour, pas forcément moins, mais voilà, je trouve que il y a eu un traitement assez gentil avec lui et perso, j'ai du mal avec ça. Je fais partie du club où le niveau du terrain m'intéresse pas tant quand il y a des choses qui me gênent en dehors. Je fais partie de cette team-là. Donc bref, tout ça pour dire que je suis pas une grande fan d'Adrien Rabiot, mais que j'ai trouvé son match d'hier extrêmement abouti, une débauche d'énergie complètement folle. Des zones aussi pas mal sur le couloir gauche, ce qui a facilité pas mal d'occasions ou de création d'occasions, notamment en première mi-temps où c'était très compliqué. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de sa part. Il fait le travail de facilement deux, voire trois joueurs à ce niveau-là. Mhm. Euh, et sur la première mi-temps, c'est un des meilleurs pour moi. Et alors, je viens de fail, je voulais ouvrir un onglet l'équipe, qui sont de regarder combien il se prend dans le journal ce matin. Je t'avoue que j'ai oublié. Mais en fait, moi, ce qui me frustre, c'est que Rabiot, il revient jamais dans les débats. Il est toujours mis dans les milieux de terrain en équipe de France qui sont pas. Ouais, il se prend 6 et Tchouaméni se prend 5. Il revient toujours dans le côté. La France a pas beaucoup de talent au milieu de terrain, etc., etc. Mais en fait, aujourd'hui, je suis persuadé que tu as 1001 milieux de terrain bien meilleurs qu'Adrien Rabiot. Donc vraiment, je ne place pas Rabiot sur un piédestal, mais qui serait moins bon dans cette équipe de France. Je veux dire, Ouais, je suis d'accord. on parlera d'autres joueurs où en off, avant de tourner, on s'est dit, moi je t'ai dit sur un joueur, je laisse le suspense entier. J'ai d'autant plus de sévérité envers lui que s'il fait pas le match le plus mauvais, c'est un de ceux que Didier Deschamps ne met pas en difficulté. Et Adrien Rabiot, je considère que c'est un des rares joueurs, et je pourrais être qui fit très bien avec ce que veut Didier Deschamps. C'est pas pour autant qu'il est mis dans des conditions favorables, mais tout simplement, on parlait de Dembélé par exemple sur son pressing où il a beau bien presser, bah, par rapport à l'équipe de Didier Deschamps, ça fonctionne pas. Tu mets demain un formidable milieu de terrain en équipe de France, un meneur de jeu espagnol, j'ai pas de nom en tête, mais je pense que tout le monde verra un peu le cliché que je représente en disant ça. Un Tu le petit mets à la, Pedri.
Pedri, je considère qu'il aurait été. Alors, Pedri, moi, je suis pas très objectif, mais je considère qu'il est bon à tout. Je pense que même dans ce rôle pourri, il serait capable de s'en tirer. Mais Ou pour le coup, sur le volume, je suis pas non, sur sûre. le Mais volume, il s'en tirerait pas. Mais tu vois, tu mets un joueur peut-être un peu plus créatif, un peu plus technique, mais je suis sûr qu'il s'en sort pas. Et c'est pareil, les gens, ils se disent, ah, il suffit de mettre un marathonien qui a du volume, qui fait des interceptions. Non, parce que tu l'as dit, Rabiot, on sous-estime l'apport technique qu'il a avec cette équipe de France. Moi, et l'intelligence dans le placement et les déplacements Ouais, également. parce que tu vois, je parlais du pressing du Sénégal et il y a un moment, la France, faut se rendre compte que le Sénégal, alors je vais pas faire le débat, est-ce qu'ils ont gagné à Cannes, est-ce qu'ils sont finalistes, je m'en branle, je vous laisse ces débats, mais en tout cas, le Sénégal, c'est une équipe qui a, on va dire, un niveau vainqueur de la Cannes, un niveau finaliste. C'est pas n'importe qui. Et quand tu regardes que tu es en infériorité numérique au milieu de terrain, que l'équipe de France le laisse à poil et qu'en face, t'as les deux gays, que sur les côtés, t'as des joueurs qui sont athlétiques, qui sont rapides, que finalement, tu dois taper des sacrés clients. Enfin, faut réussir à sortir le ballon proprement tout en couvrant les espaces. Et il y a un truc aussi, c'est que c'est un joueur qui est pas remplacé. Enfin, on regarde, hein, il y a deux changements qui sont faits. C'est Cherki pour Doué et Barcola pour... Enfin, l'inverse, Doué pour Cherki et Dembélé qui sort pour Barcola. Rabiot, il fait toutes ses minutes de jeu. Et je trouve que c'est pas un joueur qui perd en lucidité au cours de la rencontre. Non, il a Or, un très très bon coffre physique. ouais, il aurait pu vraiment s'éteindre parce que bah, au bout d'un moment, les efforts qu'on lui demande, moi je me dis c'est le genre de truc où même si tu arrives à tenir physiquement, tu peux perdre en pertinence dans tes choix au cours de la rencontre. C'est pas le phare de l'équipe de France, c'est sûr, mais vraiment Non, très mais bon c'est ce match. mec-là qui, moi, je le compare à des joueurs un peu comme Gavi, comme Cucurella en Espagne, où c'est des joueurs qui sont pas forcément ceux qui font le plus rêver, sauf dans leur club respectif, où bon, bah forcément ça joue un petit peu. Mais d'un point de vue extérieur, ce sont des joueurs qui sont extrêmement besogneux, et moi, c'est le genre de joueur Mm. que j'adore, en fait, même si, je l'ai déjà dit, j'ai du mal avec Rabiot. Mais en termes de profil, c'est des joueurs que je trouve pas loin d'être indispensables dans des équipes qui ont des volumes monstrueux tout en étant techniquement vraiment justes, capables de couvrir plein de zones, capables d'évoluer à des postes différents également. Kukuleya qui peut évoluer sur tout le côté gauche, que ce soit derrière ou devant. Gabi qui est limite, bon, là il a été utilisé pardon, en ailier, ça n'a pas spécialement fonctionné, mais il a joué limite neuf. Enfin, tu vois, c'est un, Ouais, ouais. un- un profil très polyvalent. Et Rabiot, qu'on oublie trop, pardon, mais qui est également capable de jouer un cran plus haut. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ça s'était un peu clashé au PSG sur son contrat. Ça voulait l'installer en 6, lui, il voulait tester 10. Enfin, bref. Mais c'est pas un 10 créatif, mais c'est un Oui. mec qui a cette capacité à vraiment marquer, à vraiment débloquer des scores. On l'a vu à l'OM. Et ça, je trouve que les gens l'oublient un petit peu trop parfois. Alors, c'est un profil qui est plus milieu de terrain et moins capable de dézonner à l'image d'un Gavi, mais qui a cette capacité à faire quand même pas mal de choses et à les faire relativement bien. Bah, de toute Euh, façon, là, je vois ses stats carrière. Oui, c'est un joueur qui a quand même un certain volume de buts et même de passes décisives par rapport à là où il évolue. Et sur les cartes de passe de cette rencontre, il y a un truc qui ressort et qui va dans le sens de ce qu'on décrit s'il fallait une illustration visuelle pour les viewers, c'est qu'il y a de la verticalité, mine de rien. Alors évidemment, il est au milieu de terrain, il y a des moments où il doit sécuriser, il y a beaucoup de passes latérales, mais il a un gros taux de réussite et ses passes, on peut pas dire qu'il y ait que du yaourt nature, parce que non, t'as quand même quelques passes qui font drôlement avancer le jeu. Chouamini, à côté de ça, quel est ton avis sur lui? j'ai pas grand-chose à dire sur Chouameni, encore une fois, et je trouve qu'il est mis en difficulté. Je trouve que le milieu de terrain est mis en difficulté Hmm. globalement. Il redescend dans la ligne centrale. J'ai du mal à comprendre le choix de Deschamps à ce niveau-là. J'ai du mal à voir en quoi c'était pertinent. Est-ce qu'on avait besoin de trois joueurs à la relance peut-être, mais dans ces cas-là, on aurait besoin de trois si on avait du monde au milieu pour faire des passes plus verticales. On n'a pas eu ce monde-là. Du coup, je vois pas nécessairement en quoi les trois joueurs à la relance étaient nécessaires parce que tu n'as pas spécialement attiré les Sénégalais vers toi pour libérer des espaces au milieu, ce qui est généralement un petit peu la raison pour laquelle tu as un milieu qui décroche autant. Euh, je n'ai pas entièrement compris ça. Il n'était pas tout le temps dans cette ligne. Il y a même Olysée qui est venu dans cette ligne à 3. Si jamais vous en souvenez pas, je vous offre ce fun fact. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce choix tactique. Euh,
pas spécialement mauvais en soi. Tchouaméni, yaourt nature, j'ai envie de te dire, hein, mais à la limite, Ouais. je peux le trouver yaourt nature parfois, mais là, j'ai envie de lui dire, mais malgré lui, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai affiché pareil, carte de passe, où tu vois que il se retrouve évidemment très axial, mais plutôt logique vu là où il était au niveau des autres défenseurs. Et puis finalement, sur son positionnement, sur ce qu'il pouvait tenter, c'est un mec qui était censé apporter un peu de sécurité, balle au pied, je pense. Peut-être essayer de résister un petit peu au pressing, peut-être offrir des solutions différentes. Je Ouais. balance ça comme ça, hein, mais moi, ce que je ressors, c'est qu'en fait, c'est un match où. Ouais, c'est un match yaourt nature, mais on a souvent ce reproche sur Chouameni. Moi, je considère que c'est parfois très dur, mais ce Chouameni a déjà prouvé qu'il était capable de faire bien mieux que ça, même quand il était jeune à AS Monaco. Mais du côté de l'équipe de France, en fait, tu peux pas attendre de Chouameni un match exubérant vu la configuration tactique des Bleus, quoi. Ouais, juste pour en venir à Rabiot, on n'a même pas parlé de sa passe D pour Barcola, qui est vraiment sublime. Donc, à C'est vrai. rajouter. J'y repensais là en Ouais, parlant non, t'as de raison. Tchouaméni. Non, mais parce qu'en fait, je me disais, Tchouaméni serait capable de faire cette passe, par exemple, mais Ouais. c'était plus son rôle était plus cantonné à la défense quand Rabiot était censé faire le tout-terrain. Donc, c'est lui qui s'est retrouvé à la passe. Euh, mais sinon, non, côté de Tchouaméni, franchement. J'ai du mal à lui reprocher spécifiquement parce qu'on te demande de redescendre à la relance. Bon, bah, tu peux pas offrir des solutions quand tu es censé être dispo à la relance dans la ligne de 3. Franchement, pas grand-chose à dire, hein. On est d'accord là-dessus. Avant d'aller sur les défenseurs, on a très rapidement mentionné Désiré Doué. Alors, je vais me permettre de faire la petite remarque. Désiré Doué, c'est le seul joueur où j'ai revu les actions. J'ai regardé le match qu'une fois, je me suis rematé les actions de Désiré Doué parce que Désiré Doué, c'est un joueur que j'ai parfois du mal à appréhender. Ça, c'est vraiment ma lecture personnelle, mais je considère qu'il a un plafond très très haut. Je considère qu'il est aussi très irrégulier. C'est plutôt consensuel que de dire ça. Mais parfois, au cours de ces rencontres, moi, je peux être vraiment agacé par Désiré Doué, tout en lui reconnaissant un talent absolument immense. Et je suis ressorti relativement agacé du match de Désiré Doué. Et en fait, en re-regardant le match, bah, je me suis rendu compte que déjà, alors j'allais dire techniquement, il fait pas un match dégueulasse. Disons plutôt que techniquement, il fait pas un match qui détonne plus que celui Mm, des autres mm, mm. offensifs. Donc c'est-à-dire que c'était pas à la hauteur, mais il n'y a pas matière à le pointer plus du doigt. Et c'est un joueur qui a quand même été, là j'ai montré ses cartes de passe vraiment bien sur son côté, avec pour le coup un rôle plutôt identifié, là où tout le monde du côté du Paris Saint-Germain a été à permuter, du côté de l'équipe de France a été à Ouais. permuter, lui tu l'identifiais plutôt bien. Et puis surtout, j'ai trouvé que son match était plutôt complet dans le sens où il tente, il réussit pas tout, mais il se raccroche à la cohérence tactique et il se raccroche à une activité défensive qui est à saluer. Ouais, il y a notamment une récupération qui est fait milieu de terrain. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais il y était. En première mi-temps, il récupère le ballon, il le perd un peu dans la foulée, mais ça déclenche un déséquilibre où c'est Chouameni pour le coup qui récupère. Et c'est une des rares actions qu'on réussit à se procurer en première mi-temps. Ça vient de là. Et c'est quelque chose qui est assez cohérent dans la lignée de l'ensemble de son match où il est vraiment présent sur ces situations. Un pressing qui n'a pas du tout la même intensité qu'au PSG, mais encore une fois, on en revient à Deschamps. Je pense que c'est Deschamps qui lui demande ça également quand tu vois Oui. l'ensemble de l'équipe, hein. Euh, et j'ai le même sentiment que toi quand je vois le match hier, je me dis anonyme, invisible, perte de balle, mauvais match. Et en le revoyant, j'ai revu que la première mi-temps parce que la deuxième, je l'avais un peu plus en tête. Mais je voulais revoir la première. Et j'ai été beaucoup plus clémente en revoyant la première, en gardant un œil un petit peu plus aiguisé sur lui, sur certaines actions. Un œil aiguisé, ça se dit pas, mais vous avez capté l'idée. Oui, Euh, t'inquiète. je l'ai trouvé non, assez cohérent dans son positionnement, assez très impliqué même défensivement, qui a plutôt bien épaulé au milieu de terrain. Et après, voilà, pas flamboyant, loin du grand Désiré Doué qu'on peut connaître, mais je suis moins sévère que je ne l'ai été hier soir.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Alors, qu'on soit clair, il fait pas un bon match. Je Non. pense qu'on peut quand même le dire, hein. En fait, c'est plus un joueur qui a un filet de sécurité qui est offert par ouais, cohérence tactique, activité défensive. Il y a aussi le sujet, je trouve que. Je- ah, comment dire ça? Je veux pas revenir sur Kylian Mbappé, mais si, enfin, pour moi, Mbappé accepterait de toucher moins de ballons, tu auras un autre rôle qui serait donné à Désiré Doué. Je pense Et aussi. je vais pas te voler ta démonstration, je vais te laisser en reparler. Alors c'est peut-être pas spécifiquement pour Doué qu'elle est pertinente, mais tu me parlais du timing de passe de Mbappé qui veut. Tu vois de quoi je. Je vois. Bah, est-ce que tu veux. Bah, en fait, parce que je trouve que c'est le genre de situation ou de truc qui peut desservir Doué. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord. Moi, du coup, pour les viewers qui n'ont pas le début de la discussion, Désolé pour le teasing, mais c'est que je voulais pas te voler ta réflexion en Non, il n'y disant a comme pas si de c'était souci. la mienne alors que Non, c'est la bah, tu tienne. sais je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, cette take-là, Hmm. mais de voir un Kylian qui donne les ballons très régulièrement à contre-temps. Alors, ma take des grilles, c'est de dire que c'est dans l'optique de lui se positionner le mieux possible pour pouvoir aller marquer derrière. Mais Mais en vrai, juste avant que tu. Parce que je te trouve même un peu dur envers toi-même en te décrivant des grilles, parce que, en en fait, fait, je préchote qu'on va me traiter des grilles, donc je le fais toute seule comme une grande. ouais, bah alors, du coup, Mais je viens en ta défense. On peut dire ça de Kylian Mbappé sans même être critique de Kylian Mbappé. Je m'explique. C'est que Kylian Mbappé, on peut pas nier que c'est un bon attaquant, donc on peut pas nier que effectivement, s'il se dit je vais faire la passe au moment où je peux la recevoir, parce que derrière je vais être en capacité de tirer et j'ai pas mal de chances de marquer un but. Alors c'est pas forcément toujours le choix gagnant de la part de Kylian Mbappé, mais c'est pas non plus une réflexion débile de la part de Kylian Mbappé, et c'est pas traiter Kylian Mbappé de débile ou de monstre d'individualisme que de dire ça. Donc je veux dire, même en ayant de bonnes intentions envers Kylian Mbappé, on peut avoir cette réflexion, je pense. non, en l'occurrence, les miennes sont mauvaises. Comme ça, je déconstruis tout Oui, ce que non, tu viens de travailler. c'est Non, pour non, dire, mais je trouve que ça fait sens tactiquement, tu vois. Moi, je alors pense pas je être suis d'accord aigri. sur ta réflexion. Là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que si j'en viens à faire ce constat, c'est parce que j'ai pété mon crâne plusieurs fois. Je trouve que de très nombreuses reprises, ça va complètement contre le sens du jeu. Que Ouais. de temps en temps, tu peux dire, OK, il fait le mauvais choix, c'est pas grave. On en revient à ce que je te disais en DM. Des fois, je regarde les pertes de balles de Kylian, je suis pas là à me dire, ah là, il a perdu le ballon, ah là, il a. Non, c'est pas ça la réflexion. T'es dans l'axe, t'es entouré de trois joueurs. Si t'as un contrôle un peu long, c'est pas grave. C'est le football, t'es dans ta Hmm. position, t'essayes de faire quelque chose qui est cohérent. C'est pas grave, c'est OK de louper, c'est normal de louper. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu fais le mauvais choix à 40 000 reprises et que c'est toujours dans des situations où ça pourrait être bien pour toi si tu y arrivais, mais qu'au final, ça gâche le jeu de l'équipe, c'est pas dans le sens du jeu. Et je trouve que Kylian, très régulièrement, ne va pas dans le sens du jeu. C'est encore une fois arrivé hier, bon, à plusieurs reprises, mais notamment sur une action où Rabiot dédouble le couloir gauche et lui met la passe beaucoup trop tard, ce qui fait que Diatta est en mesure d'intervenir sur Rabiot, qui fait pas un contrôle exceptionnel. Mais encore une fois, on parlerait de Lionel Messi, peut-être que ce serait une bonne idée de jouer comme ça. Mais là, au final, tu laisses Diatta revenir et tu mets Rabiot dans une situation compliquée. On en parlait aussi, c'est la même réflexion sur Koundé à un moment qui fait un centre en retrait loupé, où tu fais un appel, tu coupes ton appel, où au final tu te retrouves entouré de joueurs, tu compliques la tâche à Koundé, qui n'est pas le meilleur centreur du monde, tout simplement. Faut savoir avec qui tu joues, et c'est pas leur manquer de respect. Mais très souvent, tu as ces petites actions-là qui vont pas dans le sens du jeu, ou c'est de ça que je parle quand je parle de vampiriser le jeu. C'est peut-être des termes qui sont durs, c'est peut-être des termes qui vont trigger des gens, et je m'en excuse si c'est le cas. Mais c'est des choses que j'ai vues de nombreuses fois et que je vois encore hier sur ce match et qui ont tendance à me fatiguer un petit peu. Si j'en parlais pour Désiré Doué, parce qu'on était sur lui, c'est pas pour rien, c'est parce que oui, je considère que Désiré Doué en est un peu la victime collatérale, sans rien enlever de la responsabilité de Désiré Doué, qui, je pense qu'on peut conclure comme ça, sauf si t'as des choses à rajouter, mais fait pas un bon match. Je dirais Doué et Dembélé d'ailleurs, et même d'ailleurs en première Olysée. Ouais, bah vas-y, hein, Mais passons à Michael, je l'appelle Michael, faut que je me fasse une raison, hein, vraiment. Mais Monsieur Olysée, le patron de l'équipe de France,
Euh, Première mi-temps bien différente de la seconde mi-temps et à Ouais. mon sens un des plus grands révélateurs de l'influence de Didier Deschamps pour le meilleur comme pour le pire sur notre animation offensive. Je te laisse lancer le truc. Non, bah, je vais faire le lien avec ce que je disais à l'instant. Je pense que Doué n'a pas été le seul qui a été impacté par ça. Kylian a dézonné dans la zone de Doué, pas de Doué, pardon, de Olysée plusieurs fois également, ce qui n'a pas forcément aidé non plus. Maintenant, je vais pas tout mettre sur Kylian, hein. On va pas non plus, on va pas faire Mm. semblant. L'attaque au global en première mi-temps est mauvaise. Euh, Olysée n'y échappe pas. Il y a une situation intéressante, bah justement, c'est celle qui donne lieu au centre en retrait de Koundé, pardon, où il trouve un très beau relais couloir droit. Et je crois que c'est une des seules fois où on a un petit peu d'espace dans cette première mi-temps et il l'attaque Mm. très bien et il joue bien le coup. Il vient fixer un Sénégalais en repiquant un peu et puis il peut ensuite envoyer Koundé dans l'espace. Mais sinon, au-delà de ça, il a été relativement anonyme, assez peu en réussite, peut-être moins audacieux également que ce qu'on voit d'habitude au Bayern. Bon, on peut dire aussi que c'est parce qu'on n'a pas le même jeu en équipe de France et qu'on lui demande peut-être un petit peu plus, même beaucoup plus de prudence. Mais ouais, j'aurais tendance à dire une première mi-temps assez anonyme de sa part. Je suis plutôt d'accord. En fait, c'est là où tu vois que t'auras beau avoir le meilleur joueur du monde, si tu le mets dans des conditions qui sont pas favorables à l'expression de son football, tu vas l'inhiber. Et c'est pour ça que pour moi, le débat, je vais revenir à lui, mais je vais tout de suite repasser à Olysée, le débat Ousmane Dembélé en équipe de France, il est un peu caduque parce que je considère que les conditions pour que Dembélé brille, on les aura jamais. Et Olysée, j'ai pas grand chose à rajouter sur sa première mi-temps, je te rejoins totalement, donc je transitionne sur la seconde. Il a totalement été transformé à partir du moment où on l'a accepté un peu plus libre. Et en fait, ce que j'ai trouvé fort et ce que j'apprécie beaucoup avec Olysée, c'est que tout le monde connaît sa qualité de dribble, tout le monde connaît sa qualité de passe, tout le monde sait que c'est un joueur qui est capable d'apporter du danger. Bref, aujourd'hui, c'est consensuel de dire qu'Olysée est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde en ce moment. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé avec cette équipe de France, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que je trouve que c'est un mec qui a su prendre ses responsabilités. On a tous en tête que la deuxième mi-temps de l'équipe de France, ça s'est mieux passé que la première. Mais il y a un moment, le football, c'est bête et méchant. Tu as quand même ce moment où tu reviens du vestiaire, tu mets tes pieds sur le terrain. Ce que tu as en tête, c'est pas la vision de nous commentateurs qui avons la vision de tout le match une fois qu'il est terminé. C'est que tu es dans une équipe de France qui a fait de la merde en première mi-temps, que c'est un match galère, que si tu commences ta deuxième mi-temps de manière lucide, tu te dis que c'est déjà une chance que tu sois à 0-0 parce que tu pourrais te retrouver mené. Et là-dedans, en fait, tu te retrouves avec Michael Olysée qui hésite pas une seule seconde à prendre ses responsabilités, qui va avoir de l'audace retrouvée dans son jeu, peut-être autorisé davantage par Didier Deschamps, évidemment, mais c'est un mec qui s'est planqué à absolument aucun moment. Et ce que j'aime bien, moi, c'est qu'Olysée, il a pas tant de sélection que ça en équipe de France. Tu vois, ma petite remarque sur le fait que Rabiot, il était revenu depuis déjà pas mal de temps, c'est que Rabiot, évidemment, il est comme dans ses chaussons en équipe de France. Il connaît Deschamps comme son père. Kylian Mbappé, c'est le cœur du projet depuis déjà pas mal de temps. Olysée, c'est quand même un mec qui reste relativement frais en équipe de France. C'est quand même un mec qui sort de 2 saisons au Bayern de Munich, mais qui auparavant n'était pas le joueur le plus en vue de Première Ligue, qui était embêté par les blessures. Et en fait, tu t'en fous. Il se retrouve premier match de Coupe de Monde de sa vie à vraiment réveiller les Bleus à lui tout seul, à vraiment oser faire les différences, à vraiment prendre tellement de place sur le terrain que, comme je disais sur Kylian Mbappé, tout général Mbappé, leader suprême tout puissant qu'il puisse être, il a juste plus la capacité de dézonner autant parce que Olysée, il impose son football et vraiment, moi j'avais fait une vidéo il y a 3 mois en disant que c'était lui le vrai génie français et je trouve qu'il coche toutes les cases et même en termes de personnalité, il y a beaucoup de débats à la con sur ah Olysée il est comme ça en dehors du terrain. Bon, très bien, voilà, ayez les débats que vous voulez là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité qui renvoie sur un terrain. Et je pense qu'au-delà de toutes les qualités footballistiques de Michael Olysée, il y a un truc dont on parle peu, c'est sa personnalité. Et moi, ça m'a bluffé. Et là, je ressors de ce match en me disant, il est là, notre leader.
Alors après cette formidable tirade sans fin sur Michael Olysée, OBS a un petit peu bugué et s'est dit il est temps que tu fermes ta bouche pour redonner la parole à Anne. Donc ça a fait bugger l'enregistrement. Anne, tu peux reprendre. Je disais donc que Olysée avait la personnalité pour être le génie et le leader français et est allé embrayer sur une petite comparaison avec l'autre génie français, Ryan L'autre Cherki. génie, bien sûr, Ryan Cherky, où je disais que pour moi, s'il y avait un autre joueur qui pouvait rentrer dans ce débat-là, ce serait Cherky à l'heure actuelle. Alors, si Doué arrivait à emmener sa forme du PSG, je pense qu'on pourrait en mentionner. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, en équipe de France, il est beaucoup trop loin et on ne peut pas l'emmener là-dedans. Mais pour en revenir à Cherki, je pense que même si on est sur des joueurs qui ont des saisons différentes, avec l'un qui est titulaire indiscutable dans potentiellement la meilleure équipe européenne ou la deuxième meilleure équipe européenne cette saison. L'autre qui, bah, même s'il fait une saison excellente, n'est pas titulaire indiscutable du côté de City. Et je pense que ce qui risque de coûter à Cherki dans cette comparaison, et là où Olysée va avoir l'ascendant, c'est sur cette... je repense hier à l'entrée de Cherki, où il fait une entrée pas mauvaise en soi, mais il y a une perte de balle qui coûte une action. Et je pense que ça, Deschamps risque d'être assez sévère là-dessus, où il peut beaucoup pardonner à Kylian, notamment sur ces pertes de balles-là. Il y en a une en première mi-temps, c'est celle qui mène au poteau du Sénégal, là où Maignan fait presque un contre son camp. Là où il pardonnera toujours à Kylian, il pardonnera, je pense, beaucoup moins à Cherki. À tort ou à raison, ça le regarde, ça ne me regarde pas En moi. fait, il y a un truc tout con aussi, c'est que tu as un nombre de passes droits qui est limité, tu vois. Tu peux pas le pardonner à trop de joueurs au cours d'une rencontre, tu sais que cette place est déjà dévolue à Mbappé, quoi. Tout à fait. Et là où peut-être Olysée va avoir, à l'heure actuelle en tout cas, plus de justesse, moins de déchets, moins de... Peut-être parce qu'il y a un chouïa moins d'audace aussi dans les choix. Je suis pas en train de dire que Olysée est du yaourt nature, hein, loin de là. Non, Je suis une mais grande, je grande vois fan ce que de tu veux lui, dire. mais c'est vrai qu'on a un Cherki, bah, comme je le disais, qui est aussi bien sur le terrain qu'en dehors, où je le trouve extrêmement rafraîchissant dans sa personnalité, toujours rayonnant, toujours avec la petite blague. Et ça, c'est une aparté que je fais, mais je trouve que ça fait un bien fou dans le football actuel Ah, mais et j'en redemande. tu vois, Euh, j'avais fait un tweet en disant, alors je voulais pas me faire un oiseau de mauvais augure, mais que la transparence, même dont tout le staff de communication de l'équipe de France fait preuve, ce sera soit le moyen de créer l'équipe la plus aimée de la génération, soit on va décrire ça comme une télé-réalité d'un désastre, mais je disais pas ça dans le sens où c'était pas bien, mais plutôt dans le sens où si ça se passe mal, de toute façon, les gens ils trouveront toujours quelque chose à se raccrocher pour reprocher. Mais je trouve ça ouf. Et c'est vrai que Cherki, je... enfin, ouais, désolé d'aller sur ce terrain, mais il y a des mecs qui ont un agenda contre Cherki pour des raisons qu'on. On peut faire des hypothèses, voilà, je vais simplement dire ça, mais tu vois Cherki dans ces petites séquences. Alors évidemment, tu montres que ce que tu veux. Je vais pas dire qu'on connaît personnellement Ryan Cherki avec ça, mais comment pas aimer ce type, quoi. Il est tellement rafraîchissant pour l'équipe de France. Moi, je dirais quand même, je trouve qu'il y a eu une évolution à ce sujet parce que Oui, ça change. Hmm. je fais partie des personnes qui ont critiqué Cherki et je l'assume. Il n'y a pas de oh là là, waouh, tu peux mettre ça en miniature. Euh, non, je fais partie des gens Ah, il qui n'y l'ont aura pas de vidéo, critiqué. meuf, hein. On arrête Je- tout, c'est j'ai fini. trouvé parfois son attitude détestable sur les terrains et je le dis et je l'assume et je le maintiens. Que tu regardes quelques années en arrière, Nouama en a fait les frais à certains moments. Je trouvais une attitude extrêmement individualiste, à gueuler sur ses coéquipiers quand ça ratait, mais très indulgent avec lui-même quand lui-même ratait et perdait énormément de ballons, parce que Cherki, c'est devenu... On est en train de le mettre dans une discussion de génie avec Olysée. On oublie qu'il n'y a pas si longtemps, ça retournait en National 2. Ça, je pense que c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, il y a une différence entre pointer ça du doigt et aussi voir qu'à ce niveau-là, il y a une réelle évolution, que ce soit sur le terrain et même en dehors, où on voit cette personnalité très décontractée qui te dit qu'il veut juste profiter. Et je trouve en ce moment, on a pas mal de discours sur aider et aimer son prochain. Et moi, c'est quelque chose qui me parle. Bon, on n'est pas là pour faire du bisounours, mais je trouve qu'il est extrêmement positif dans ce qu'il dégage à l'heure actuelle. Et j'ai pas toujours trouvé ça. Donc, je mettrais quand même cette petite astérix en disant que tous les reproches qui lui ont été faits n'ont pas forcément été faits d'un point de vue malveillant.
mais que c'est à souligner quand on voit les joueurs et les personnalités qui évoluent positivement, et c'est le cas pour Cherki. Parole à la défense. Oui. J'entends. En fait, je vais même pas contester le fond de la critique. Juste, je trouve que parfois dans les traitements médiatiques, c'était complètement disproportionné par rapport à ce qu'était Cherki, c'est-à-dire un mec qui a été propulsé très très tôt, bien avant son entrée au professionnel, même sur le devant de la scène. Ce que j'allais dire, Et c'est que ça fait pas forcément du bien, ça non plus. Mais oui. ouais. Et en plus de ça, je pense qu'en plus d'avoir souffert de ça, il y a aussi le phénomène un peu, t'es Thierry Henry, tu deviens entraîneur et t'as du mal à expliquer à des mecs qui ont des pieds carrés comment il faut jouer parce que toi, t'es un peu au-dessus du lot. Évidemment, j'exagère en disant ça de Cherki parce qu'il n'a pas sorti que des matchs impériaux, très très loin de là. À l'époque lyonnaise, il a eu pas mal de matchs foirés, mais je pense aussi qu'il y avait le côté... il y avait le côté mec qui a été habitué à trouver des solutions tout seul, à faire les différences tout seul, qui s'est un petit peu heurté au fait de prendre le mur de la Ligue 1 et, et, et pas d'avoir le syndrome du héros, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, moi, j'ai toujours du mal quand t'es très sévère avec les autres et très indulgent avec toi-même. Et je trouve qu'il y a une période, il l'a été. En tout cas, face caméra. Peut-être qu'il était très dur avec lui dans la sphère privée, etc. Mais il Sur le était... terrain, il était exigeant, je suis d'accord, il était même parfois un peu agaçant, mais après, c'est jamais un mec, par exemple, qui a causé des embrouilles de vestiaire ultra Non, non, abusées, mais tu vois. ça c'est Parce que moi, je pas... trouve que ça dérivait toujours sur ce côté, et en fait, t'avais des mecs, c'est ce que je reproche en fait au traitement de Cherki, t'avais des mecs qui extrapolaient certains gestes d'agacement sur le terrain à des attitudes de l'homme de manière générale, et moi, ça, c'est un truc qui me rendait dingo. Déjà, ça me rend dingo pour n'importe quel Non, non, joueur je ou suis même d'accord. personne, mais en plus pour un joueur qui avait à l'époque 18-20 ans. Non, Enfin bon, c'est bref, là où je pas... mettais l'astérix, c'est de Oui, dire t'as qu'il raison. y a Mm. ces gens-là qui disent ça, faut aussi les dissocier des gens dont j'ai fait partie, Oui, qui qui l'ont avait des critiqué critiques légitimes. sans pour autant que ce soit pour des raisons sombres que tu évoquais, Ouais. ou Mais du coup, pour... pour revenir au match, ouais, pardon. Ouais. Cherki, entrée, mais plus de déchets, donc moi, accepté Colisée, ouais. Oui, non, clairement, je pense que c'est un joueur qui pourrait postuler à ce titre, entre guillemets là. Est-ce que les cartes vont être rabattues avec Zidane? Est-ce que Zidane aura l'audace de mettre Olise et Cherki sur le même terrain? On verra. Je suis assez dubitatif Non. quant à ça, mais Ah ouais, non, ça engage que moi, mais il y a vraiment je- voilà, le j'ai des côté. doutes aussi. Ouais, on a la même tech là-dessus, mais le côté Didier Deschamps, c'est un méchant qui fait mal jouer ses équipes. Zidane, il va nous libérer, c'est Pep Guardiola, mais lol. Ouais, Et, je pense que les gens seront surpris aussi. ouais, et en plus pour Cherki, je trouve qu'il y a une utilité aussi d'avoir un profil entrant qui peut avoir ce côté créateur. C'est un truc tout con, hein, mais demain t'as Olysée qui se blesse. S'il est bel et bien définitivement placé au cœur du jeu comme le meneur, je sais pas si Didier Deschamps se dira pas au passage, bon bah du coup on va changer la formule, mais s'il veut continuer avec la même formule, son remplaçant naturel c'est Cherki, même si Olysée est un peu fatigué, même si Olysée est bah, prend un coup au cours d'une rencontre qui l'oblige à sortir. Et là, tu vas pas rechanger tout ton schéma tactique. Cherki a une utilité pour ça. Non, clairement, après, ce sera aussi à voir avec l'évolution de la carrière de Cherki, parce que si la saison Oui. prochaine, il te fait une saison à 20 buts, 20 passes D, Ah bah oui. qui va en finale de Ligue des Champions, forcément, ça va remettre en cause ce qu'on dit à l'heure actuelle, particulièrement si Olise maintient sa forme. Ce qu'on dit à l'heure actuelle, c'est basé en fonction de ce qui s'est passé cette saison. Et si tu te retrouves avec... c'est pour ça que Dembélé et Doué sont titulaires aujourd'hui. Et malgré la presta médiocre qu'on a pu voir, hein, c'est grâce à leur saison au club. Donc Oui, forcément... bah, ce quitte à utiliser Dembélé à contre-emploi parce qu'il est ballon d'or et énorme au Paris Saint-Germain, tu peux te dire exactement la même chose de Cherki. Exactement. Donc, Mm. je préchote quand dans 2 ans, ça va venir sous ta vidéo se moquer de ce qu'on est en train de dire, en fait. Mais non, voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est un joueur qui peut postuler à ce titre-là. Mais qui à l'heure actuelle dans le jeu va se heurter à peut-être un petit peu plus de déchets, peut-être un petit peu trop d'audace pour les entraîneurs qu'on a en place, alors que tu vois dans différentes sélections, ce serait peut-être plutôt lui au contraire Oui. qui serait mis en avant et surutilisé même à la limite. Mais non, voilà, je voulais toucher sur Cherki un petit peu. Il y en a un qui par contre trouve parfaite... Oh, t'as eu cette transition. Professionnelle, madame. Il y en a un qui par contre trouve parfaitement sa place dans le système d'Didier Deschamps à mon goût, même s'il n'est pas titulaire.
c'est Bradley Barcola. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais prendre mes responsabilités, je vais pas te lancer, je vais commencer en disant ma tech sur Barcola et tu me diras ce que t'en penses. Barcola est un joueur qui fait une bonne entrée et je crois que je l'avais même tweeté, pour une fois je tweetais en cours de match, en disant que c'était une bonne nouvelle à double niveau. La première chose c'est que c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un joueur qui fait un bon match, évidemment. Et la deuxième chose c'est que je considère qu'il mettait une pression bienvenue sur les titulaires en place parce qu'à mon sens, il y avait quelques bruits de couloir comme ça, comme quoi Barcola était pas trop loin dans la hiérarchie. Je donne du crédit à ces bruits de couloir parce qu'en plus ça me paraît comme étant crédible et je trouve que ça l'est d'autant plus après ce match où Barcola il fait une entrée où il prouve que ses qualités de vitesse, ses qualités de joueur qui peut prendre la profondeur et même sa capacité à créer du déséquilibre de manière générale est hyper utile en équipe de France. Et je parlais du fait que Doué réussissait bien dans son match à avoir un profil qui se distinguait un petit peu des autres et qu'il avait un bon rôle. Ben Barcola, c'est la même chose dans une équipe de France où j'ai l'impression qu'on passe notre temps à dire ah, on a un super joueur ici, mais on l'utilise un peu à contre-emploi. Barcola, pour le meilleur comme pour le pire, c'est un joueur qui est nettement plus simple, mais je dis ça sans connotation péjorative. C'est peut-être ce qu'il dessert du côté du Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui est hyper tournée, possession, permutation, où tu as limite besoin que n'importe quel de tes attaquants soit un playmaker. L'équipe de France, c'est pas ça, ce sera jamais ça. Barcola, c'est un mec qui est hyper bon quand il est en forme, évidemment, dans cette capacité à être impactant. Il a montré avec son entrée, certes face à des Sénégalais qui commençaient à décliner physiquement, ça on ne l'enlèvera pas de la tête, mais il fait une top entrée dans ses choix, très bon techniquement même par rapport aux prises de risque qu'il fait sur le contexte de réception du ballon, etc. Pour moi, il a marqué des points absolument énormes et c'est un joueur qui fait sens dans le système des champs. Bah, je suis entièrement d'accord. Pour moi, il correspond beaucoup plus. En fait, ce qui le dessert au PSG le sert en équipe de France. Mm. Maintenant, là où je pourrais peut-être nuancer un peu pour apporter du débat, c'est est-ce qu'en titulaire, ça aurait le même effet? Non, Est-ce que face à des c'est vrai. défenses pas fatiguées, plus en forme, plus regroupées, est-ce qu'on aurait cette même take? Tu me dis non? Moi, je serais pas aussi catégorique. J'aimerais voir quand même. J'aimerais voir. En fait, j'aimerais voir aussi, mais tu vois, il y a deux types de matchs aussi. Je me dis, un Barcola titulaire avec la France face à l'Espagne ou un Barcola titulaire avec la France face à l'Irak. C'est pas pareil. On est Hmm. d'accord. On est bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que son profil correspond plus à ce que demande le jeu de Deschamps avec Kylian en pointe. On va dire ça comme ça. Ouais. D'autant plus que Barcola a les capacités, pour le coup. On parlait de permutation, certes, c'est pas celui qui va permuter le plus, mais par contre, pour remplacer un Kylian qui dézone à gauche dans l'axe, c'est vraiment pas déconnant. Bah, Euh, pour dire un truc très franchement, on parlait de vampirisation de la part de Kylian Mbappé. Pour moi, Barcola est pas un joueur qui se fait vampiriser par Mbappé. non, alors, bon, j'attends de voir quand même, parce que Non, mais dans ce la... garçon nous surprendra toujours, je tiens à le dire. Non, mais je reste méfiante, je Non, sais. disons que après n'importe qui peut vampiriser n'importe qui Non, partant de là, bien sûr, mais je mais veux dire, disons il a que moins son le jeu. profil à en souffrir, tu Ah bah, vois. c'est exactement ça là où je voulais en venir. Son jeu en souffrira moins. Son jeu en Hmm. souffrira beaucoup moins. Il sera moins exposé parce que si Kylian vient dans sa zone, c'est le genre de joueur qui va avoir l'instinct de faire l'appel dans le dos du défenseur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Non, je viens d'imaginer Thierry Henry qui joue avec Kylian Mbappé et le même de Thierry Henry qui dit Reste t'es dans dans ta ma zone. zone. Ouais, c'est ça. Je suis désolé. Genre, j'ai eu le flash d'un coup là et Et je me dis, mais merde, pourtant, on a si on le. avait Titi en coach des Bleus, je pense qu'il. Bon, bref, allez. Ah non, mais Titi coéquipier de Mbappé. Ah oui, non, mais alors là, ce serait la guerre mondiale, Ça se je passerait pense. mal. En vrai, ça me ferait chier parce qu'on aurait des idoles françaises qui se détruiraient. Mais bref, pardon, Non, excuse-moi. non, non, mais tout ça pour dire que de fait, là où Doué est beaucoup plus dans garder le ballon dans les pieds, attaquer l'axe, plus playmaker, etc., que là où Kylian essaie de s'attribuer ce rôle-là, Hmm. Barcola va pas du tout être là-dedans. Barcola va plus avoir tendance à prendre la profondeur, à repiquer de l'axe, mais via un appel tranchant plus que balle au pied. Et ce sera, à mon sens, plus complémentaire que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec Doué. Ouais, d'accord. 1 heure de débrief. Donc il est peut-être temps que. Sans même parler de la défense, hein. Ce que j'allais dire, alors j'allais même transitionner en disant, sans même parler, les viewers voient qui j'ai sélectionné s'ils ont la vidéo, de ce qui est, alors je sais pas si on peut dire homme du match, mais ce qui est l'homme le plus régulier de la rencontre selon moi.
Moi, je dirais Euh, homme du match, je parle évidemment de Fagani, l'arbitre. Non, bien sûr. non, pas du tout. Sache que heureusement j'avais son. Alors c'est pas pour critiquer l'arbitre, hein, même si on pourrait redire arbitre qui laisse jouer quand même d'ailleurs avant de Mais passer à... c'est à l'image de toute la Coupe du Monde et je trouve ça assez cohérent. J'aime bien. Ouais, eh ben tu vois, j'ai bien aimé et Ouais, je m'étais pas autant fait la réflexion sur les autres matchs parce que je pense que j'avais peut-être un peu moins d'affect ouais, t'es moins lancé. concerné. Voilà, on peut lancer les débats sur penalty ou pas, mais par contre j'ai beaucoup aimé le fait qu'il laissait jouer. Mais bref, non, Ouais, je suis évidemment je d'accord. parlais de d'Upamecano, qui évidemment a un rôle moins spectaculaire que Michael Olise, bien évidemment. Michael Olise, je vais m'y faire, mais qui a eu un match parfait et constant dans ce qu'on lui demande en fait. Non, pour moi, homme du match, justement parce que, comme tu le dis, moins spectaculaire qu'Olysée. Et parce que c'est le seul à avoir fait demi-temps, en fait, tout simplement. C'est vrai que dit comme Donc, ça. c'est bien beau les les coups de génie, c'est bien beau de faire une très belle deuxième mi-temps, mais quand tu as un joueur qui en fait deux très belles, faut le souligner. Ouais. Certes, il n'a pas non plus été mis excessivement en difficulté, particulièrement en seconde mi-temps. C'était assez éteint côté sénégalais, où, là où je te rejoins complètement. Je pense que physiquement, ils ont été dans le dur et ça s'est très ressenti sur leur production offensive. Mais non, franchement, Upamecano, je te le disais tout à l'heure, c'est un joueur que tout le monde mettait en valeur. Et moi, chaque fois que j'allumais ma télé, il faisait une dinguerie, il coûtait un but à son équipe. Du coup, j'avais du mal à comprendre un petit peu le phénomène. Bah, ça y est, je l'ai compris. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Excellent hier soir. Dans la couverture particulièrement, je Ouais. l'ai trouvé assez phénoménal. Dans les duels, il était présent. Dans la relance, il n'y a rien à dire. Si, hein, si, je vais retrouver quelque chose à dire en fin de première mi-temps. Non, en fin de deuxième. Il fait une petite boulette à la relance, mais ça ne nous coûte pas. Donc, Ouais, tu vois, franchement, j'en très, vois très bon même pas match. l'action. Ah, je m'en suis rappelé là en en parlant, mais Ouais. c'est anecdotique dans le sens où ça nous coûte pas. Je pense qu'on s'en souviendrait plus. Je crois que ça finit en touche au final, le truc. Mais ça nous aurait marqué si ça a coûté un peu plus cher. Mais Forcément. Non, mais c'est ce que tu as dit. Et là où moi j'ai bien aimé Upamecano, c'est que je parlais un peu de côté tout-terrain pour Adrien Rabiot. Upamecano, au cours de cette rencontre, j'ai trouvé aussi qu'il était bon quand fallait s'imposer physiquement. Je l'ai trouvé bon dans sa lecture des situations et c'est pas un mec qui cherchait le contact pour le contact. Quand il fallait essayer d'anticiper un petit peu le tu jeu, veux tu dire voyais qu'il qu'il n'était pas Rudiger? C'est ça que tu était essaies de dire? il était pas Rudiger, mais de toute façon, il prend pas de carton ou pas Mécano. Et j'avais fait une blague sur l'arbitrage du Real Madrid. Je pense que là, on m'aurait sauté premier degré dessus. En sachant que moi, mes blagues sur l'arbitrage, c'est toujours du second degré. Mais non, ouais, il a su ne pas y aller quand il fallait pas y aller et que ça s'imposait. Balle au pied, je l'ai trouvé très très juste dans la distribution. Il a su jouer haut sans avoir peur. Or, il y a des moments où il aurait pu avoir peur à cause de Koundé, à cause du désert au milieu de terrain. Donc je pense qu'on n'a pas grand chose à dire à part bravo, c'est aussi simple que ça. Je sais pas, alors je vais aller checker, ça se fait pas trop en vidéo, mais il a été noté 7 dans le journal de l'équipe. Kylian Mbappé a été noté 8, Olise a été noté 7. Alors, Kylian Mbappé, j'ai dit que je serais bien incapable de le noter, mais par contre je suis capable de vous dire un truc, c'est que mieux noter Kylian Mbappé qu'Upamecano, c'est vraiment vivre le fait d'être un attaquant et de marquer des buts dans un match de foot. Alors évidemment, on va me dire, c'est Ouais. ce qu'on attend d'un attaquant. Je suis d'accord, mais en fait, Bah, Upamecano, ce t'as qu'on vrai. attend d'un défenseur, c'est de défendre et il l'a fait sur demi-temps si on va par là. Bah voilà, Là où je Kylian a sais, attaqué sur une, hein. je vois pas ce que Upamecano aurait pu faire de plus au cours du match. Alors peut-être que si l'adversité en face avait été plus grande, il aurait eu un 8, mais vraiment pour moi, il fait un match exemplaire. J'enchaîne tout de suite pour que la vidéo dure pas non plus 2h50. Saliba, on en avait parlé en off. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a été ok dans sa prestation, mais qui a été moins en vue qu'Upamecano. C'est un joueur autour duquel il y a des interrogations physiques un petit peu. Le match m'a pas effrayé, le match m'a pas rassuré. En fait, je me dis simplement qu'on a notre charnière centrale titulaire, qu'elle souffre d'aucune contestation, et qu'au cours de ce match, je vais retenir Upamecano et Saliba. Je me dis rien en fait, ni en Ouais, je bien suis ni en mal. d'accord. Moins sollicité pardon, de toute façon que Coupa Mécano. Donc, RAS, hein, pour moi, ni mauvais, ni particulièrement bon, parce que moins l'occasion de se montrer bon. Il y a quelques fois où il est peut-être un petit peu battu, mais rien d'alarmant.
Non, Ouais, bah même dommage. moins de touches de balle, tu vois, j'avais un doute, je Mm. me disais quand même, on a beaucoup vu Upamecano, et pour cause, c'est le joueur qui a eu le plus de ballons, 95 au cours de la rencontre, Saliba c'était 78. Je pense que ouais, moins sollicité défensivement, moins responsabilisé dans la relance, pas de critique à faire sur lui, mais il aura pas les mêmes éloges qu'Upamecano. On finira avec bon, Médian, on est d'accord, on n'a pas non plus 4000 trucs à en dire. Rien à dire. Il n'a pas été vraiment sollicité. Il y a quoi? On aurait dû se prendre un but sur un ballon qui finit en tribune, mais il pouvait rien faire quoi qu'il arrive. Il y a la frappe qui termine sur le poteau, là, suite à une contre-attaque. Ouais, Je pense 25e là, vers là. ouais, c'est Ouais. ça, Ouais. 24e, je crois. Enfin, non, c'est la 25e, du coup, t'as raison. Mais 24 au chrono. Il est battu, je pense, sur cette frappe. Je pense que si elle est cadrée, ça fait but. Maintenant, est-ce que c'est scandaleux de se prendre ce but-là? Non. Et pour finir, le but qui se prend, bon, je suis peut-être un petit peu sévère. Je me dis que quand tu es un top gardien, il y a peut-être mieux à faire. Maintenant, elle est contrée, c'est loin d'être le scandale du siècle. À part ça, t'es pas mis en danger. Pas grand-chose à dire, hein. Pas grand chose à dire. Théo Hernandez, et il nous restera Koundé qu'on gardera pour la fin. Théo Hernandez, je spoil, c'est le joueur où je considérais que j'avais tendance à être sévère avec lui parce que c'est pas forcément le mec qui est mis le plus en difficulté par Didier Deschamps. Vous l'aurez compris au fil de notre discussion, je pense que Anne comme moi, on considère que si t'es milieu de terrain en équipe de France, t'es pas forcément aidé par Deschamps. Si t'es Dembélé, si t'es doué, t'es pas forcément mis dans des conditions idoines. Ça fait quand même pas mal de joueurs, ça fait 4 qui sont pas forcément dans un système super préférentiel. Même Koundé, on pourra revenir là-dessus, mais je pense ça sur Koundé. Théo Hernandez, je considère que sans être un poisson dans l'eau en équipe de France, il a une liberté offensive qui devrait lui permettre de faire des choses. Il a Adrien Rabiot sur son côté qui, même si Rabiot est très mouvant et intervient à pas mal d'endroits, l'aide à solidifier. Il a été défensivement parfois un petit peu pris, pas forcément honteux, mais c'est surtout offensivement que j'en attends plus de lui. Je me dis quand même que c'est un joueur qui, il n'y a pas si longtemps que ça, nous montrait que c'était un des top latéraux mondiaux. Elle est loin cette époque, on est Ouais, d'accord? elle est loin, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai trouvé quand même les gens relativement sévères avec lui défensivement. Mm. Je l'ai trouvé vraiment plutôt bon sur ce match-là, à l'image de la défense de l'équipe de France, hein, que j'ai trouvé bonne. Alors, des trois, est-ce que c'est le plus mauvais? Peut-être, mais j'aurais même pas tendance à dire le plus mauvais, j'aurais tendance à dire celui qui a été mis le plus en difficulté. Je vais le rappeler encore une fois, il y a des adversaires sur un terrain, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit d'exister et ils ont le droit d'être bons. Ouais. Et il a fait face à un Sarr qui est particulièrement vif, particulièrement véloce. Et ouais, il s'est fait prendre quelques fois dans le dos. Est-ce que je trouve ça particulièrement scandaleux? Honnêtement, pas tant. Je pense que c'est comme quand on se prend un appel dans le dos de Kylian Mbappé, sans dire que Ismaïla Sarr est Kylian Mbappé, hein. Je ne vais pas aller jusque-là pour aujourd'hui. Ne m'assassinez pas dans les commentaires. Mais dans le sens où, voilà, c'est pas là où je jetterais la pierre forcément. Par contre, de fait, offensivement parlant, j'en attendais plus. Je pense que les solutions, quand tu as une attaque qui est en difficulté, elle peut venir des latéraux. Euh, je vais pas tout ramener au PSG, mais on le voit de temps en temps, quand ça galère offensivement, tu as des doublements de Nuno qui peuvent faire la différence, de Hakimi. On l'a vu aussi avec d'autres équipes où c'est quand tu as tes offensifs en galère, ça peut venir de là, ça peut venir du bloc qui se tire grâce à tes latéraux. Bon, bah ça, Hernandez, je crois qu'il le propose une fois et au final, il y a un dézonage qui lui facilite pas la tâche et puis ça mène à nulle part et il réessaye jamais vraiment au final. On l'a retrouvé quelques fois au milieu de terrain, je pense, pour essayer de compenser un peu le bazar, j'allais dire autre Oui. chose. Non, pas grand-chose là-dessus. Pour le coup, je te rejoins, hein. Offensivement, ça a été très brouillon, en fait, tout simplement. En fait, pour moi, c'est la définition même du joueur assez médiocre en équipe de France. Alors, médiocre au sens littéral du terme, c'est-à-dire moyen moins. Ça veut pas dire nul à chier, médiocre. Mais c'est que tu te dis, demain, il y a un bon joueur de 20 ans qui émerge en France à ce poste-là, mais tous les jours, Didier Deschamps, il l'appelle et il n'a pas de remords, quoi. Euh, Tu disais que tu avais trouvé qu'il avait été jugé sévèrement défensivement. On va terminer avec celui qui s'est fait mais dégommer.
Jules Koundé, est-ce que Ouais. tu veux commencer ou est-ce que je commence? Non, ben, je peux commencer. Je vais te dire que j'ai pas du tout compris pourquoi il s'est fait dégommer. Alors peut-être qu'on va m'éclairer dans les commentaires. J'ai trouvé les gens particulièrement sévères avec lui. Sa première mi-temps, elle n'est pas exceptionnelle. Je suis bien d'accord. J'ai envie de demander quelle première mi-temps a été exceptionnelle, au-delà de Upamecano. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on juge particulièrement sévèrement? Parce que défensivement, est-ce qu'il a été complètement à la rue? Non. Offensivement, est-ce qu'il a été pertinent? Pas tant que ça, mais lui au moins a proposé des solutions, contrairement à son vis-à-vis de l'autre côté. Il y a eu du déchet, certes, parfois pas simplifié par les joueurs autour de lui. Il faut aussi le souligner. Ce que je disais tout à l'heure quand je dis pourquoi on perd les balles, pourquoi les centres ils aboutissent pas. Il faut aussi regarder ce qui se passe au-delà. C'est pas forcément juste le joueur qui a le ballon qui se rate. Parfois, c'est expliqué par ce qui se passe autour. Euh, pour moi, ça s'expliquait par ce qui se passait autour dans certains cas. Dans d'autres, non. Dans d'autres, c'est lui également qui a du déchet. Mais bah, à l'image d'un Doué, à l'image d'un Dembélé, à l'image d'un Olysée même. Et est-ce qu'on peut attendre du Doué, du Olysée, du Dembélé de la part de Koundé? Non. Je pense que la réponse, elle est assez évidente. Donc j'ai trouvé les critiques extrêmement sévères pour un joueur qui a quand même donné sur cette première mi-temps sans être mis dans les bonnes conditions. Et surtout, si on devait choisir un latéral pour donner offensivement, je pense que ce ne serait pas forcément lui. Encore une fois, pas mal d'interrogations sur les choix tactiques de cette première mi-temps. Je te laisse peut-être enchaîner sur la deuxième. Ah bah je vais même insister sur la première parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment la lecture que je fais du match de Koundé. Je pense que je suis plus sévère que toi sur la première mi-temps. Mais je suis pas plus sévère sur le joueur. Je m'explique. Pour moi, Koundé est victime de Deschamps. J'en veux à Didier Deschamps. Le serial killer des champs. Bah, toi, tu charges Mbappé, moi je charge Deschamps. Écoute, chacun ses croisades. Non, je dis ça parce qu'on sait que Jules Koundé est un latéral avec un profil qui est quand même assez prononcé. C'est pas le mec qui va t'apporter le plus devant, même s'il a progressé au cours des différents mois, des Bah, il différentes avait été saisons. excellent l'année dernière, l'année où le Barça était très très fort. Mais depuis, Ouais, il donc en met fort. franchement, Mais il a progressé là-dessus, mais tu sais quand même d'où vient Jules Koundé. Tu sais en plus que cette saison, c'est pas sa bonne saison pour Jules Koundé. C'est pas lui manquer de respect que de dire ça. au Donc contraire. voilà, donc en fait, t'as un joueur qui est pas au meilleur de sa forme et que tactiquement, tu vas mettre dans un rôle qui va appuyer sur là où il est justement pas en forme. Et ce que j'ai beaucoup reproché à Didier Deschamps, c'est qu'en fait, j'ai vu un commentaire passer durant la rencontre sur Twitter de quelqu'un qui disait on a l'impression qu'il redécouvre le poste et c'était à la fois incroyablement dur et incroyablement pertinent. Je trouve ça super pertinent et big up à la personne qui m'a laissé ce tweet si regarde cette vidéo parce que alors j'ai pas envie de dire que oui c'est ça qui s'est passé, évidemment il a pas redécouvert le poste mais en fait Didier Deschamps l'a mis dans un rôle où il avait des responsabilités offensives que je trouvais complètement hors sujet et qui sont dues finalement à l'errance que tu avais avant que tu règles le problème Olysée Dembélé et comment t'exploites ton côté droit. Il s'est retrouvé hyper le long de sa ligne, hyper en avant à pas mal de moments. Sauf que Jules Koundé, comme tu disais, bah, ou non, tu vas pas lui demander d'être le meilleur centreur du monde. C'est comme, j'en sais rien, qui est Mbappé, même si t'es son plus grand fanboy, tu sais que c'est pas l'attaquant qui a le meilleur jeu de tête du circuit. Donc si toute ta stratégie est basée sur le fait de faire descendre pour Mbappé, si ça marche pas. Si t'as Olivier Giroud en équipe et que t'essayes de faire du jeu de transition, ça marchera pas si tu espères qu'Olivier Giroud aille à faire les courses en profondeur. Et je considère en fait que Koundé, on l'a un peu mis dans une situation de ce style. Et du coup, même défensivement, il y avait beaucoup d'espace qui était laissé derrière lui, parce que Tchouaméni n'était pas le pendant de Rabiot qui pouvait aider Théo Hernandez, vu que Tchouaméni revenait un peu plus aider les centraux et dans cette position. Donc en fait, Koundé, je considère qu'on l'a mis dans une situation ultra merdique, et tu me lançais sur la seconde mi-temps, bah justement, seconde mi-temps, Dembélé qui est à droite, Olysée qui est un peu plus axial, Koundé qui lui-même se retrouve à être moins responsabilisé dans les prises de balles, il servait plus à faire, pas Le lien. forcément des 1-2, mais tu vois, servir un peu de support, servir un peu de joueur qui va occuper les adversaires, il Non, était mais un peu... en soutien plus qu'en déclencheur, Voilà, quoi. il était un peu moins le protagoniste qui allait créer la différence que le mec sur lequel tu allais pouvoir t'appuyer. Et oh, surprise, une fois qu'on a eu ça, on s'est retrouvé avec un bien meilleur Jules Koundé. Donc en fait, moi, le match de Jules Koundé, comment je le lis,
Évidemment, c'est pas le match du siècle. Évidemment, Jules Koundé, sa première mi-temps, je vais la critiquer. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'à partir du moment où Deschamps a fait ses ajustements tactiques à la mi-temps, et au moins il a eu l'intelligence de les faire, hein, donc il aurait pu se planter tout le long de la rencontre, bah étrangement, tout ton côté droit, il a mieux fonctionné, ton animation offensive elle a mieux fonctionné, Jules Koundé, il est subitement devenu bien meilleur. Bon, bah au bout d'un moment, si ton équipe elle change de visage pour la moitié de tes joueurs suite à un réajustement tactique, c'est peut-être pas que la performance individuelle des joueurs qu'il faut pointer du doigt, quoi. Non, clairement. Et là, je réagirai aussi sur la deuxième mi-temps. Le travail qu'il fait avec Upamecano sur la couverture, c'est phénoménal. Phénoménal ce qu'il fait sur cette deuxième mi-temps. Je trouve que c'est à souligner parce que, au-delà même du fait qu'ils font un gros travail dans la communication et dans la complémentarité et juste la façon dont ils interagissaient à deux, j'ai trouvé ça très, 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 très fort. Alors, t'as d'autant plus raison, que c'est vrai que ça, on n'en avait pas parlé pour le coup, mais moi, je suis un énorme partisan de... Et si on essayait Zahir Emery à droite, de toute façon, moi, j'ai envie de tester Zahir Emery partout. Et si on essayait Zahir Emery à gauche, si on l'essayait au milieu de terrain, bref, passons. Mais c'est vrai que là, je me suis pris un rappel dans les dents qui est, ouais, mais si tu essaies un mec comme ça, au bout d'un moment, tu vas pas rattraper la complémentarité des joueurs, l'expérience qu'ils ont ensemble. Et c'est vrai qu'Upamecano et Koundé, je, 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 je me plante peut-être, mais ça m'a laissé l'impression de deux joueurs qui se comprenaient bien, footballistiquement parlant. Ouais, en tout cas, pour moi, sur cette deuxième mi-temps, c'était assez criant. Après, pour Warren, en fait, tu fais ça, tu jettes une pièce en l'air. Pile, ça Oui. marche, face, ça marche pas. Mais est-ce Bon, que est-ce Warren ne que mérite pas cette pièce, madame? Bon, je suis de mauvaise je foi, suis laisse supporter du tomber. PSG, donc moi, je suis pas contre, hein, mais je suis pas supporter du PSG avec des œillères bêtes qui vont te dire que il faut absolument Dembélé titulaire alors que ça fonctionne pas, tu vois. Ouais. Donc Warren, si on peut tester, oui, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas aussi lui tirer dans les pieds? Peut-être pas forcément non plus, parce que c'est quand même un joueur qui a engrangé pas mal d'expérience, mais pourquoi pas tester sur un match peut-être un petit peu moins demandant, pourquoi pas tester face à l'Irak. Après, je pense que honnêtement, j'ai du mal à le voir. Je pense que Deschamps va reconduire son 11, Oui. à voir avec Barcola, mais va reconduire globalement ce qu'on a vu face à l'Irak et assurer d'abord la qualif, et puis après, peut-être fera tourner un petit peu, à l'image de ce qu'il avait fait sur les dernières Coupes du Monde, hein, tout simplement. Je pense qu'il voit pas l'adversaire, je pense qu'il voit les points. Et pour le coup, moi je suis joueuse FM, donc je vois l'adversaire, mais parce que c'est FM. Et quand tu sors un petit peu la tête de ça et que tu vois que c'est la réalité et que tu peux pas reload et que tu peux pas te dire oh c'est pas grave, la saison prochaine il y aura autre chose, bah non, là il joue sa dernière Coupe du Monde et je peux comprendre Mm. qu'il soit plus frileux. Oui, non, je suis d'accord. Zahir Emery, j'avoue, c'est de la pure mauvaise foi de ma part. Dans le sens où, en plus, même, admettons, tu le laissais dans un match qui comptait un petit peu moins, il fait une bonne rencontre, tu fais quoi? Limite, tu te crées un problème, tu vois, parce que tu te dis, ah, Le Jules problème que Luis Koundé, Enrique s'est créé un petit peu. Bon, lui c'était un peu plus bah, forcé, mais par les oui, c'est un blessures. peu plus forcé. Ce Jules Koundé, il est un peu en méforme, mais bon, je pense que mis dans les bonnes conditions, il peut sortir des bons matchs. Il est en place depuis pas mal de temps. Il y a une logique de groupe aussi. Ça, on le sait pas, mais bah, sortir un mec du 11, des fois, ça a des conséquences qu'on mesure pas, hein. Ça peut faire effet un petit peu papillon. Donc bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie, surtout que Deschamps va peut-être déjà se retrouver à devoir sortir un Parisien au profit d'un autre. Oh là là, Euh, la guerre qui arrive sur Twitter. Bah, la guerre fratricide au sein des supporters du PSG, hein. Oh non, Ouais. t'inquiète pas, tout le monde va chier sur Barcola. C'est le plus simple, hein. Ouais, c'est vrai. Alors que Barcola, ça se trouve, il va faire une très très grosse Coupe du Monde, même en Bah, je tant lui souhaite. qu'entrant. Franchement, mais je te disais, en fait, c'est terrible parce que je lui souhaite, ce serait mérité pour sa saison. Je trouve qu'il n'est pas assez reconnu. Ça desservira le PSG parce que s'il finit titulaire sur cette Coupe du Monde et à plus forte raison, joueur important avec de l'impact, Hmm. je pense qu'il voudra soit cet été, soit plus tard, soit la saison prochaine partir et gagner une place de titulaire ailleurs. Et moi, ça me ferait chier parce que je trouve que son profil est assez indispensable au PSG. Pas lui nécessairement, mais son profil. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup et je trouve qu'on lui tape un peu gratos dessus, comme à chaque fois. Dès qu'il y a un coup de moins bien, un pélo sur qui taper. Mais non, je trouve que ce serait mérité. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, là où il est desservi au PSG, il peut être servi en équipe de France. Et franchement, ça me ferait très plaisir pour lui.
T'inquiète pas, je vais te consoler. Quoi qu'il arrive, il partira. Donc, ce qui changera s'il fait une bonne Coupe du Monde, c'est le montant du chèque. Non, en vrai, j'en sais rien. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour de France-Sénégal. On a passé tous les joueurs. Un dernier mot très très rapide, parce que le but, c'est pas d'analyser les Sénégalais, mais je me dis quand même qu'il faut quand même qu'on dise juste une phrase ou deux dessus. Mais moi, c'est une équipe que j'ai trouvée intéressante, que j'ai trouvée bonne au pressing, où si tu avais eu un petit peu plus de réalisme, ça gagnait déjà la première mi-temps et ça changeait peut-être pas mal de choses dans la psychologie des Bleus. Il y a également le poteau qui, je pense comme toi, si il avait été cadré, mais avec un si on refait le monde, battait Maignan. Donc finalement, tu te dis qu'on passe à 2 reprises pas très loin de se prendre tarif au cours de la première mi-temps. Donc si on regarde le classement, hein, l'équipe de France est avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak. L'Irak est bien derrière les 3 autres sélections à mon goût, mais le Sénégal, pour moi, c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter au cours de cette Coupe du Monde. Alors, je mettrais juste un petit astérisque, je te rejoins sur l'analyse. Ouais, Là, ce qui me fait peur pour eux, c'est le groupe de la mort. ouais, T'as commencé avec une défaite, ouais. et dans le groupe de la mort, derrière eux, ils vont se coltiner la Norvège. Donc, c'est le Ah pire oui, des bah, tu vois, c'est scénarios. ce que j'allais regarder, je Nous, on savais a plus qui l'Irak. se prenait C'est après. c'est- c'est Ouais. le pire des scénarios pour eux parce que tu enchaînes avec la deuxième équipe difficile Mhm. après avoir déjà subi une défaite. Donc, tu sais que tu joues pas ta qualif parce qu'il y a le meilleur troisième, mais tu sais que tu as déjà pris -2 à la diff de but. Faut Ouais. vraiment pas que tu perdes l'autre match parce que derrière, si tu le perds, ça veut dire que tu as minimum -3. Après, faudra voir. Est-ce que la qualif, elle va se jouer? Ce serait une grosse surprise, mais à 4 points. Est-ce qu'elle va se jouer à 3, donc la différence de but, voire à 2? Bon, au final, ce sera probablement, je pense, 3 et la diff de but. Mais dans ces cas-là, ta diff de but, si tu as perdu tes 2 matchs, il faut pas que tu les perdes avec trop. Donc en fait, dans cette situation un petit peu bâtarde, entre guillemets, où, où tu joues la Norvège dans la foulée. Il faut faire attention un petit peu à cette confiance-là parce que tu as fait un match qui est loin d'être dégueulasse face à la France, qui est même une mi-temps qui est bonne, où tu mérites de mener à la Ouais, pause, je ouais, pense. qui est largement meilleure que celle de la France, hein, C'est faut pas ça. avoir peur des termes. Hein. Tu peux mener 2-0 à la pause. Je pense que même tu peux te procurer beaucoup plus d'occasions très dangereuses si tu avais un Nicolas Jackson qui n'était pas systématiquement hors jeu. Ça nous a bien réussi aussi, heureusement pour nous. Mais voilà, je pense que c'est une équipe dans un groupe différent. Il aurait fallu compter sur elle, voire même très loin dans la compétition. Mais dans ce groupe-là, ça peut virer au cauchemar à cause du scénario, à cause de l'enchaînement des rencontres pas dans un calendrier idéal, qui peuvent te mettre un coup au moral et qui peuvent créer des surprises. Je leur souhaite pas, parce que Ouais, non, mais franchement, t'as raison. j'ai beaucoup aimé leur match hier et je trouve que ça mérite d'aller loin, plus loin en tout cas que les groupes ou un maigre 16e. Mais je vais être très très curieuse de voir ce match contre la Norvège parce que ils vont se retrouver face à une équipe moins expérimentée, plus outsider, mais qui a quand même des sacrés arguments, qui en a collé 4 à l'Irak, donc qui se retrouve avec une meilleure différence de but que la France, pardon. Ouais. Donc ça va être un match, peut-être même le match le plus intéressant qui va rester dans ce groupe-là, parce que le France-Norvège, il devient presque anecdotique vu la victoire de la France. Tu vois. Attention, hein, on peut se faire battre par l'Irak. Mais en vrai, On peut, on peut, oui, non, mais on s'est mais compris. dans le scénario actuel, je pense que c'est Regarde, le match il y a qui vaut bien le prix il de y a bien plus. les gros nullards de Espagne qui ont été incapables de gagner contre le Cap-Vert. Donc partant de là, Yeah. pardon, l'attaque est gratuite. Oh, le Non, non, mais couteau, t'as la plaie, tout raison. ça. T'as dit quoi? Le couteau, la plaie. Ouais, j'avoue. Mais écoute, je défends mon général Mbappé. C'est pour tout ce que tu as dit sur lui. Non, non, mais t'as raison. C'est vrai que j'ai tendance à sous-estimer ça et qu'en fait, un peu comme on dit que le cimetière est plein de gens indispensables, des très belles équipes qui pour autant font des parcours un peu merdiques et super cruels, il y en a plein. Bah, tu vois, ça me fait un peu penser à l'Équateur qui a perdu son match contre la Côte d'Ivoire. Très très belle équipe, l'Équateur. Sauf que Ouais, c'est derrière, vrai. Ils vont scoltiner l'Allemagne encore. Et C'est vrai. donc, tu as une chance de te retrouver à 0 point avant le Curaçao. Bon, Eh ben écoutez, amis sénégalais, on va terminer cette vidéo de débrief en disant bravo pour votre match, ouais. vous méritez d'aller loin, mais bonne chance. Pas de bol sur le groupe de la mort. Voilà, donc je remercie Anne de le foot en cuisine d'avoir été présent.
T'as une chaîne Twitch où tu parles Donc, régulièrement de foot. C'est les 30 secondes de pub. Évidemment, il y aura le lien en description. Je vous invite à aller voir ton taf, Anne. Est-ce que tu as un petit mot auto-promo à la fin pour conclure? non, bah tout simplement, petite chaîne Twitch. Alors là, le planning, il est un peu bousculé par la Coupe du Monde, mais habituellement, lundi, mardi, jeudi, vendredi à 14h, on passe les après-midi à faire des petits débriefs, actualité foot, et puis sur Football Manager également, parce que c'est important de geeker, bien évidemment. J'aurais pas dit mieux. Sur ce, on se retrouve bientôt. Salut! Ciao, ciao.